Hey, salut à toutes et à tous, bienvenue sur Acropolis, j'espère que vous allez bien. Ah, le son a dû saturer un petit peu, mais ça devrait être arrangé incessamment sous peu. Ouais. Salut Sylvain en régie, comment ça va? Bonjour, ça va et toi? Bonjour tout le monde, bienvenue sur Acropolis. On est en direct d'Aix-en-Provence, on est en direct des rencontres économiques d'Aix-en-Provence. C'est un partenariat avec Acropolis et le Cercle des économistes qui organise cet événement. Et on est très content de vous présenter cette émission donc en direct de la belle cité d'Aix-en-Provence. Il fait une chaleur à crever et c'est trop cool. On est trop content d'être là. Il est 11h30, on va pas tarder à commenter ensemble une session des rencontres économiques. Les sessions, ce sont les fameuses conférences avec des économistes, des chefs d'entreprise, des politiques, etc. Voilà, on vous a fait une petite sélection des sessions qu'on va commenter tout au long de ce week-end. Et voilà. Ces gens qui regardent Acropolis en boule qui est. Ouais, j'avoue, je suis d'accord. Bonjour à tous, en tout cas, bienvenue sur Acropolis. Installez-vous confortablement. Est-ce que vous pouvez me confirmer que le son est bon là, s'il vous plaît, vous, bonnes gens de l'acropolisserie? Pourquoi ne le serait-il pas? Mais parce que les réglages sont différents des conditions habituelles, donc... Ouais, c'est vrai que c'est un peu le bordel. D'ailleurs, désolé pour hier, on avait prévu de commencer hier en vous faisant le commentaire d'une session hier, on avait prévu ça au programme, etc. On vous l'avait annoncé, malheureusement on n'a pas pu le faire pour des soucis de connexion internet et d'électricité. Mais tout est réparé et donc on va pouvoir vous faire 2 sessions aujourd'hui, une demain, et ensuite on rentrera à Paris. Le son est bon, je valide. Bah voilà, nickel. Bonjour tout le monde en tout cas. Bonjour. Donc les rencontres économiques d'Aix-en-Provence, c'est un événement qui a lieu tous les ans à la même date. C'est organisé donc par le Cercle des économistes, c'est une association d'économistes, comme son nom l'indique finalement assez mal. C'est la 18e édition. C'est la 18e édition des rencontres économiques et en gros c'est en marge du Festival d'Opéra d'Aix-en-Provence, un grand événement qui rassemble toute la planète économique. Pour discuter des grands enjeux contemporains, pour organiser des conférences, etc. Et le truc intéressant, c'est que ces rencontres économiques, elles sont ouvertes à tous, elles sont gratuites. Et donc c'est l'occasion pour vous de venir écouter des gens fort intéressants, des grands professeurs, des gens qui viennent de l'étranger, des Français, des prix Nobel, des politiques, des chefs d'entreprise, des gens de partout. Voilà, le tout gratuitement à Aix-en-Provence. Mais comme tout le monde n'est pas à Aix-en-Provence, et paf, il y a un partenariat avec Acropolis pour qu'on puisse vous diffuser certaines des sessions en version commentée pour répondre à vos questions, pour vous expliquer tout ça, et surtout pour vous demander ce que vous en pensez, parce que c'est ça qui compte. Internet, c'est le truc qu'a créé Fillon. Oui, tout à fait, c'est François Fillon qui a posé les câbles d'Internet, absolument. Et c'est grâce à François Fillon, du coup, que la France Insoumise a pu inventer Discord, n'est-ce pas? Bonjour tout le monde. Comment ça va vous? Comment ça va en ce 7 juillet 2018? On est déjà le 7 juillet, c'est fou. On est déjà le 7 juillet. J'espère que vous avez bien profité du match hier. La France s'est qualifiée en demi-finale et ça c'est cool. On va affronter du coup, ils vont affronter la Belgique en demi-finale. Ils vont affronter la Belgique et on va gagner. Ou alors ils vont perdre. Nous les Belges. Nous ce grand peuple. Je laisse chacun se faire sa propre interprétation. Moi j'ai plus kiffé le match Belgique-Brésil. Ah, je t'avoue que je l'ai pas vu. On a entendu les supporters, mais... Donc voilà. Donc les rencontres économiques, elles ont commencé hier. Il y a du gratin hein, cette année, attention, on va pas se mentir, il y a vraiment du gratin. Tu me diras, il y en a tous les jours. Tous les ans. Et non pas tous les jours. Parce que également tous les jours. C'est pas encore tous les jours, donc vous voyez, il y a un programme de fou furieux sur tout le week-end. Je vais vous donner quelques titres des sessions que vous n'avez pas pu suivre sur Acropolis. Mais des trucs qui ont été abordés hier dans ces rencontres économiques. Il y avait comment innover pour le développement durable. L'innovation rend-elle justice à l'idée de progrès? Ça pourrait être un sujet du bac. Alors qu'on a le logo. Excusez-moi, j'ai oublié le logo. Voilà, la réalisation est professionnelle. On a eu 2-3 petits soucis, je vous passe les détails. Ensuite, il y a eu des sessions sur les grandes constantes du monde. Demain, toujours plus de révolution? Point d'interrogation. C'est super intéressant comme question. L'accès aux ressources, enjeu central des conflits. On pense évidemment aux ressources énergétiques. La session qu'on voulait commenter hier, elle s'appelait « Les institutions sont-elles capables de s'adapter ?»
Les institutions sont-elles capables de s'adapter dans un monde qui bouge de plus en plus vite, etc. Est-ce que les institutions, est-ce que les pouvoirs publics, est-ce que les collectivités locales, est-ce que l'État, est-ce que l'Union européenne, est-ce que même les institutions financières, économiques, etc. Est-ce qu'elles sont capables de s'adapter à ce monde qui bouge ou est-ce qu'elles sont un frein aux mutations? Ça aurait été intéressant. Bon, écoutez, c'est pas grave. C'est pas grave, on n'a pas pu le faire. Où en est-on de la révolution numérique? Ça aussi, c'était une session qui a eu lieu hier. Où en est-on de la révolution numérique? Et enfin, quel impact des révolutions sur les inégalités? Quel impact des révolutions sur les inégalités? Voilà, ça c'était le menu d'hier, pendant donc ces rencontres, avec tout un tas de monde, plein de gens, etc., qui sont venus écouter des gens passionnants. Et c'était cool. Bonjour à tous, en tout cas bienvenue à ceux qui nous rejoignent, installez-vous confortablement, soyez les bienvenus. Hello, ma bouteille d'eau, elle est là. Il faut s'hydrater, c'est important. Je vous cache pas qu'il fait un soleil de plomb ici à Aix-en-Provence. Moi j'ai chopé une insolation en ce qui me concerne. J'ai mal au crâne, je dors tout le temps et tout. Bon, sans doute parce qu'on a regardé le match en terrasse hier. Mais pourtant on n'était pas au soleil ici. Bah non, mais t'as pas été au soleil non plus spécialement, donc... Absolument. Absolument. Donc voilà. Donc ça c'était le programme d'hier. Aujourd'hui, donc samedi 7 juillet, c'est le gros des rencontres économiques. Ça a commencé ce matin avec une conférence sur le sport et la culture. Quel rôle dans la métamorphose de nos sociétés? Le rôle du sport et de la culture. Évidemment, ça nous fait penser à la Coupe du Monde de foot et aux Jeux Olympiques de 2024, etc. etc. Donc voilà. Ensuite, ce matin, il y avait aussi deux débats. Le premier, c'était quelle place pour l'Europe dans le numérique? Quelle place pour l'Europe dans le numérique? Évidemment, ça fait penser à la régulation contre les GAFAM, le RGPD, tout ça, tout ça. Il y a quand même 2-3 trucs à discuter sur l'Europe et le numérique. La vraie révolution viendra-t-elle des biotechnologies? La vraie révolution viendra-t-elle des biotechnologies? Intéressant. Une quiche Lorraine, quel rapport? Parce que l'alcanoïde est une quiche. D'accord. Salut Perceval, bonjour à tous. Donc voilà. Ensuite, il y avait des sessions à 9 h du matin sur la ville de demain sera-t-elle encore humaine? La déshumanisation de nos sociétés et de nos villes. L'industrie 4.0 est-elle au service de la création de valeur? Je sais pas ce que c'est que l'industrie 4.0. C'est tout ce qui est automatisation avec les Ah, l'intelligence artificielle. intelligence artificielle, avec les imprimantes 3D, avec... Ah, intéressant. Est-ce qu'on continue à créer de la valeur si plus personne ne travaille Hein, hein, intéressant. Ensuite, il y avait quelle éducation dans une société numérisée? Évidemment, ça fait écho à tout ce qu'on avait déjà eu l'occasion de se dire sur Acropolis avec l'école, le numérique, les EdTech, etc. Quelle éducation dans une société numérisée? Ensuite, il y avait le consommateur abonné est-il captif ou libéré? Ça, c'est vachement intéressant. Le consommateur abonné est-il captif ou libéré? Est-ce que vous vous sentez captif ou abonné ou libéré, vous qui êtes abonné à Acropolis? On vous libère finalement. Déjà, on vous décharge de 4 € par mois, de 5 € par mois. De manière bienveillante. On vous libère, on vous libère. Nous, on fait ça pour vous libérer et pour vous rendre captif de votre propre citoyenneté finalement. Ah putain. Et la dernière, attends, elle est tronquée, c'était sur les blockchains. Euh, hmm, hmm. La vraie révolution, machin. Non, ça c'était hier. Je sais pas. Je sais pas où elle est la conférence d'hier qu'on a ratée sur la blockchain. Bon, bref. Peu importe. Et ensuite, il y avait un débat, un grand débat sur comment choisir le monde qui vient. C'est fou. C'est trop bien. Franchement, les titres des comptes sont toujours aussi bien. J'ai raté l'industrie 2.0 et 3.0. Bah non. L'industrie 1.0 c'était la vapeur, l'industrie 2.0 c'est l'électricité, l'industrie 3.0 c'est l'informatique, et l'industrie 4.0 c'est l'automatisation. J'ai bon? Je sais pas. Libérez les viewers, salaud! Salut tout le monde, salut Sorbiu, bonjour à tous. Bienvenue sur Acropolis. Donc voilà. Ensuite, donc je reprends sur ce qu'il y avait ce matin en rencontre économique d'Aix-en-Provence. Il y avait aussi à 11 h tout à l'heure, donc il y a une demi-heure, ça a commencé il y a une demi-heure, il y a 40 minutes, des débats sur, enfin des sessions sur quel système de santé dans un monde où nous vivons plus longtemps. Évidemment, le vieillissement de la population a un impact non négligeable sur nos systèmes de santé. Et du coup, ça pose la question de quel système de santé. Évidemment, ça fait penser aux grèves dans les hôpitaux, tout ça, les infirmières qui ont en grève, qui ont envahi un Apple Store, etc. Donc voilà. La nouvelle économie, géant médiatique, mais petit poussé économique. Acropolis. Finalement, on est un géant médiatique, mais on est un petit poussé économique. Évidemment.
Ensuite, il y avait nos compétences sont-elles périssables? C'est vachement intéressant ça. Nos compétences sont-elles périssables? Tout ce que tu as appris à l'école, est-ce que c'est encore valable 10 ans plus tard? Ou est-ce que c'est périmé? Ensuite, il y avait les fintech vont-elles bouleverser le secteur financier? Les fintech, vous savez, c'est une technologie dans la finance. Tous les gens qui proposent des services en ligne, des applications mobiles pour faire des placements, pour organiser son assurance vie, pour voilà machin. Puis sans compter évidemment les fintech en B2B hein, avec les entreprises qui mettent en place des systèmes informatiques pour se parler, tout ça. Donc voilà, donc des beaux sujets qu'il y a eu ce matin. Je suis sûr que dans les commentaires de Rediff, il y avoir des gens pour aller et parler des rencontres d'économiques. Ah bah oui, évidemment. Mais les rencontres d'économiques, elles ont lieu en parallèle des rencontres économiques, toujours avec Aix-en-Provence. Et les rencontres d'économiques, c'est des gens plutôt de ah putain, de la pensée critique, de la gauche. Euh, mais c'est très bien. C'est très bien, tant mieux. Plus il y a de rencontres, mieux c'est. Hein. Où en est la démocratie numérique? Ça, c'est le sujet qu'on va commenter ensemble, la session qui va commencer dans 20 minutes. Dans 20 minutes, on va discuter du coup de la démocratie numérique. On va parler ensemble de savoir si le numérique aide la démocratie ou pas. Alors évidemment, nous, Acropolis, on a choisi cette session parce que ça nous intéresse. Évidemment, la démocratie numérique, c'est un peu un truc qu'on essaye de pousser. Donc voilà, donc on va en parler avec vous. On va en parler avec vous, j'espère que ça vous intéresse. La question, c'est de savoir si l'école est là pour donner des compétences pro ou bien pour former des citoyens et pas simplement des consommateurs producteurs. Effectivement, tout en rap, tu as raison. C'est toujours l'éternelle question. En fait, on n'est jamais sorti de ce débat-là. Hein. Ça fait 70 ans que c'est le même débat. À quoi sert l'école? Pourquoi avoir une école? Est-ce que c'est pour être utile aux personnes? Est-ce que c'est pour être utile à la société? Est-ce que c'est les deux, mon capitaine? Est-ce que l'un peut aller avec l'autre? Est-ce que c'est forcément antinomique? Plein de questions. Salut Fiascom. Fiasco MT, pardon. De nos jours, on forme pas des citoyens, enfin j'ai l'impression. Est-ce qu'on forme pas des citoyens? C'est une bonne question ça. Qu'est-ce qu'il faudrait pour former des citoyens? Qu'est-ce qu'il faudrait changer pour former des citoyens d'après toi? C'est intéressant qu'on en parle parce que ensuite on va enchaîner sur la démocratie et le numérique. Et ça c'est loin d'être inintéressant. C'est très très loin d'être inintéressant comme sujet. Donc la session qu'on va commenter ensemble, donc je disais elle va commencer à 11 h, elle va être animée par la journaliste Stéphanie Antoine, journaliste de France 24. Journaliste de France 24, France 24 vous savez c'est la chaîne internationale française. Elle anime la tranche 20 h 22 h et elle anime aussi... mais pourquoi ça s'est pas mis à jour? Ah, excusez-moi, hop. Pour une fois, j'y suis pour rien. Ouais, pour une fois c'est pas toi. Donc voilà, c'est une journaliste de France 24 et elle organise la semaine de l'écho. Voilà, je voulais vérifier. La semaine de l'écho, c'est une émission d'économie sur France 24 qui a lieu le vendredi. Elle couvre aussi les grands sommets internationaux, c'est sa spécialité. Donc elle a couvert le forum de Davos, le G20, le FMI, le Women's Forum, le New York Forum, etc. Donc c'est une personne qui est un peu spécialiste de ce type d'événement, comme celui qu'on est en train de vivre aujourd'hui. D'ailleurs, je vous l'ai pas dit, mais là, nous on est à côté de l'espace presse. À côté, il y a Édouard Philippe qui est là aujourd'hui, le Premier ministre, donc qui est présent aux rencontres économiques pour participer à une session. Il y a qui d'autre? Muriel Pénicaud. Muriel Pénicaud, la ministre du Travail. J'ai croisé Jean-Claude Mailly, l'ancien président de Force Ouvrière. Ouais. Donc voilà, donc je vous disais, le débat qu'on va voir cet après-midi, là qu'on va voir ensemble, pardon, en cette fin de matinée, ce midi, il est animé donc par Stéphanie Antoine, journaliste. Il y a aussi un coordinateur qui est un des membres du Cercle des économistes. Pour chacune des sessions, il y a un des membres du Cercle des économistes, un économiste, en l'occurrence qui s'appelle Yann Algan. Yann Algan, c'est un économiste qui est spécialiste de l'économie collaborative et numérique. Il a aussi énormément travaillé sur la confiance et le bien-être. Et il est prof à Sciences Po. Il est notamment le professeur qui donne le grand cours de la première année de Sciences Po Paris sur l'introduction à l'économie. C'est un poste auquel il a succédé à Dominique Strauss-Kahn à ce poste-là, après avoir été professeur au MIT et à Harvard. Voilà, donc c'est Yann Algan qu'on va entendre probablement parler en premier. Et il est également doyen de l'école d'affaires publiques de Sciences Po, Yann Algan. Voilà. Donc ça c'est les deux personnes qui vont animer cette table ronde qu'on va entendre. Attends, il faudrait que je me mette le... J'ai toujours le chat sous les yeux, c'est bon, nickel. Édouard Philippe sur le plateau d'Acropolis. Malheureusement non, nous n'avons pas pu. Récemment à l'Assemblée, il y avait un débat entre le Rassemblement National et la France Insoumise sur les objectifs de l'école très intéressant. Ah ça m'étonne pas.
Ça m'étonne pas qu'un débat entre la France Insoumise et le Rassemblement National sur ce sujet-là est extrêmement intéressant, ouais, carrément. Ça me paraît difficile d'enseigner l'esprit critique en collège quand on a toujours appris l'obéissance. C'est pas vrai qu'on a toujours appris l'obéissance. L'école primaire, elle apprend pas que l'obéissance, loin de là, au contraire. Elle apprend aussi la créativité, la coopération, et l'esprit critique au collège. Bah tu veux le faire quand si c'est pas au collège? Tu vas attendre plus tard? L'enseignement de l'esprit critique, c'est dès la primaire qu'il faut commencer. Mais ça commence en primaire, hein. Ça et la sociologie afin d'apprendre à prêter attention aux causes des phénomènes étudiés en géographie et aux biais inhérents à leur interprétation. Ouais, alors ça en primaire, je suis pas sûr. Même si je suis d'accord avec toi, c'est extrêmement intéressant, mais ça arrive plutôt au lycée, je pense. Mais non, mais c'est cool, du coup, ça vous intéresse ce sujet-là. On aurait pu faire cette session-là. On le retient pour les années prochaines. Bah, y a plein de sujets qui étaient Ah bah, intéressants, hein, de toute je vous les façon. ai cités tout à l'heure, il y en a, c'est absolument passionnant, hein. Moi, j'ai envie de faire des émissions sur tous les sujets, hein. Euh, Donc voilà. Ah mais non, je l'avais là, Stéphanie Antoine, pardon. Non, c'est bon. Du coup, je vais virer ça. Hop, hop, voilà. Mhm. Donc du coup, de midi à midi 45, on va commenter ensemble cette session, on va écouter les échanges entre les intervenants, et ensuite on va rester ensemble, on va débriefer avec vous, voir ce que vous en avez pensé de cette table ronde, de cette session, vous allez pouvoir réagir, etc. Et ensuite on recevra en plateau, ici avec moi, Stéphanie Antoine, la journaliste de France 24 qui aura animé cette table ronde, qui aura modéré cette table ronde comme on dit, qui viendra répondre à vos questions. Donc ce sera le moment de lui poser des questions, d'avoir une discussion un peu avec elle, ça va être rapide, hein, ça va durer un quart d'heure. Mais ce sera l'occasion de discuter de ce qui s'est dit pendant la table ronde. Donc je rappelle la table ronde sur la démocratie et le numérique. Ça va être cool. Dans ton cursus scolaire, t'es vachement bridé. Du coup, on t'apprend tellement à penser comme on t'a dit de penser que tu en oublies que tu peux penser par toi-même. Et ce quand un, et ce même quand ça veut dire que t'es d'accord avec X figure d'autorité. Que t'es pas d'accord. Que t'es pas d'accord. Ah bon, bah écoute, on n'a pas dû avoir le même parcours scolaire. Moi, j'ai pas eu le sentiment d'avoir été bridé par mes enseignants. Je n'ai pas l'impression que les enseignants soient des brideurs, mais bon, je peux me tromper. Euh, Mais tu vois, regarde, ça t'a pas empêché de venir en discuter. Visiblement, t'as l'air d'avoir un esprit critique. Donc comment ça se fait? Mais tant mieux. Hmm. C'est un peu à l'emporte-pièce ces jugements. Ah mais on est là pour en discuter. Qu'est-ce que t'en penses toi, CX Marty? Viens nous le dire. Donc du coup, dans les intervenants de la table ronde qui va commencer dans 10 minutes maintenant, il y aura Xavier Bertrand qui est donc le président du conseil régional des Hauts-de-France. Vous savez qu'il a remporté l'élection en janvier 2016 avec le soutien, avec le report des voix de la gauche face au Front National. Il a gagné une courte majorité à 57% je crois. Et donc c'est intéressant de savoir ce qu'un président de conseil régional comme Xavier Bertrand peut nous dire sur le numérique dans la démocratie, puisqu'évidemment un conseil régional c'est un lieu de débat démocratique avec des élus. Et voilà, comment est-ce qu'on fait pour travailler avec le numérique? Est-ce que le numérique est utile aux démocraties? On va entendre du coup le président de la région Hauts-de-France nous en parler. Je précise que Xavier Bertrand, bon, vous savez, il a été ministre de la Santé à l'époque du gouvernement de Dominique de Villepin, il a été ministre du Travail ensuite sous le gouvernement de François Fillon, il a été secrétaire général de l'UMP, il avait à un moment caressé l'idée d'être candidat à la primaire de la droite face à François Fillon, finalement il avait soutenu François Fillon qui était devenu donc le candidat. Xavier Bertrand, il a été pressenti pour rentrer à Matignon à la place d'Édouard Philippe. Voilà. Donc pour vous placer un petit peu le bonhomme, il a été également maire de Saint-Quentin et il a quitté les Républicains après l'élection de Laurent Wauquiez. C'était à Noël dernier. Voilà un peu où est-ce qu'on en est de Xavier Bertrand. Donc ce sera intéressant de l'entendre lui parler de démocratie et de numérique, voir un peu ce qu'il peut nous en dire. Bonjour, salut le Vernet Relou, comment ça va? Mon esprit critique, c'est pas à l'école que je l'ai développé. Oui, mais tu remarqueras que l'école t'a donné les outils pour développer ton outil critique, ton esprit critique. Si l'école t'avait pas appris à lire, écrire et compter, comment t'aurais pu développer ton esprit critique? Hmm. Donc voilà.
Ensuite, donc ça, il y aura Xavier Bertrand. Ensuite, il y aura Barry Lynn. Barry Lynn, c'est un journaliste et un écrivain assez intéressant. Il est américain. C'est un ancien journaliste. Il a notamment été correspondant de l'AFP. Mais il est surtout un ancien membre de la New America Foundation, qui est un think tank qui pèse très très lourd aux États-Unis. Et c'est un ancien membre de cette fondation dont il a été viré. Il a été viré dans une affaire assez rocambolesque. C'était l'été dernier. Il était le directeur d'un groupe d'études, d'un groupe de recherche au sein de cet institut qui s'appelait l'Open Market Group et qui était un groupe de réflexion sur le marché ouvert et qui notamment remettait en cause la mainmise de Google et les situations monopolistiques, notamment dans le numérique. Et il y aurait eu des pressions de Google pour faire fermer le groupe de recherche sur l'Open Market. Donc Barry Lynn a été viré de la New America Foundation et il a créé du coup l'Open Market Institute à la tête de laquelle il est actuellement. Donc c'est intéressant parce que Barry Lynn, du coup, il pourra aussi peut-être nous informer un petit peu sur les limites des modèles numériques, notamment avec les GAFA. C'est une personne qui est assez critique vis-à-vis des GAFA, évidemment. Vous vous en doutez, donc ce sera intéressant d'avoir son point de vue là-dessus. Et la troisième personne qui va intervenir, c'est Alain Veil. Alain Veil, il est PDG du groupe Altis. Non, pas du tout, pas PDG du groupe Altis, il est PDG d'SFR, qui appartient au groupe Altis. Altis, c'est Patrick Drahi. Donc c'est Alain Veil, donc le PDG d'SFR, qui a fait toute une carrière, notamment dans la radio et la télévision. Il a été le fondateur de Next Radio TV, qui est le groupe qui possède RMC et BFM TV. On embrasse Jean-Jacques Bourdin, évidemment. On embrasse Jean-Jacques Bourdin, évidemment. C'est donc RMC et BFM TV. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des petites chaînes YouTube un peu indé qui recommandent notamment Acropolis. Donc voilà. Et donc Alain Veil, il est aujourd'hui PDG d'SFR, donc évidemment c'est extrêmement intéressant, un PDG d'un opérateur téléphonique comme SFR qui va pouvoir lui aussi nous en dire un petit peu plus sur en quoi est-ce que le travail des opérateurs Internet et téléphonie mobile peut aider ou pas au développement de la démocratie sur Internet. Voilà. Ce qu'on apprend à l'école, c'est la soupe nous vend le gouvernement. Alors non. Comment te dire, Conseil supérieur des programmes, l'indépendance des enseignants, tout ça. Vu le nombre de gauchistes qu'il y a dans les enseignants, ça m'étonnerait que les mecs te servent une soupe. C'est pas le genre. En vrai, la fac c'est super pour aiguiser son esprit critique. Ah ouais, je suis bien d'accord. Heureusement que je lisais l'humanité à côté du lycée parce que les cours d'éco, bof. Tu lisais que l'humanité? Acropolis à la plage. Non, Acropolis pas à la plage. Acropolis à Aix-en-Provence. Salut Xan. Bienvenue à tous, bienvenue à celles et à ceux qui nous rejoignent. Je rappelle donc qu'on est en direct d'Aix-en-Provence pour les rencontres économiques et qu'on va commenter ensemble une session plénière sur la démocratie et le numérique. Et attention, on a un dispositif aujourd'hui un petit peu spécial. Je vous propose de découvrir l'envers du décor. Vas-y, montre. Voilà, incroyable. Ah mais elle bug plus la caméra? Non, j'ai changé la caméra. Ah, t'as changé la webcam, d'accord. C'est pour ça que j'ai enlevé la régie en haut à droite. Et ça vous permet de voir comment on les installer. Incroyable cette caméra de surveillance finalement d'une très grande qualité. Qui nous vient directement des années 50. Qui nous vient directement des années 50, absolument. Absolument. Donc voilà, on est installé ici, donc on est sur le site des rencontres économiques, on est à l'université d'Aix. Au-dessus de nous, il y a la salle de presse, à gauche, là, il y a la salle avec les JRI, là-bas, il y a les conférences qui sont en train de se tenir. JRI, c'est journaliste reporter d'images. Oui, absolument, pardon. Les journalistes qui sont là. C'est une map PUBG en background? Non. Malheureusement. Non, c'est Aix-en-Provence en background. Et bonjour Sorbiux. C'est cool, on a réussi à déclencher sur le chat un débat sur l'école. Bah, c'est passionnant. Bah, au lendemain des résultats du bac en plus. Au lendemain des résultats du bac. Bah oui, c'est vrai. C'était quoi les sujets de philo cette année d'ailleurs? Je sais plus. Il faut regarder la matinale pour ça. Il faut regarder la matinale d'Acropolis, mais oui, le lundi matin. D'ailleurs, dernière. Bon, et donc du coup, la prochaine c'est lundi prochain, oui. Et la dernière surtout. La dernière de la saison. Qu'est-ce que ça vous évoque, vous, la démocratie et le numérique?
Indépendamment du fait qu'Acropolis c'est formidable tout ça. Qu'est-ce que ça vous évoque? Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que c'est un sujet qui vous questionne? La démocratie, Est-ce que, est-ce parce que vous que êtes plutôt pour, plutôt contre? vous, la démocratie, vous en pensez quoi? Non, mais il y a quand même un point qui est assez intéressant. Bah, je vais vous dire un petit peu les questions qui vont se poser, qui vont se poser dans cette table ronde. Face à l'anonymisation du web qui exacerbe les prises de position et face aux fake news, la démocratie connectée est-elle une illusion? Et là, ça commence bien. Fake news, anonymisation. Est-ce que l'anonymisation est un frein à la citoyenneté? Qu'est-ce que vous en pensez? D'ailleurs, c'est intéressant parce on a eu hier la condamnation de plusieurs harceleurs qui s'en étaient pris notamment à l'ancienne actrice X Nikita Bellucci. Et donc, ça a reposé la question de l'anonymat sur Internet. Euh, mais c'est un sujet intéressant parce qu'en plus, vous, dans le chat, voilà, vous avez des pseudos, donc on ne connaît pas vos vraies identités. Est-ce que vous sentez que le fait d'être anonyme sur le chat d'Acropolis, ça vous permet de dire plus de choses, plus facilement? Est-ce que vous diriez des choses différemment si vous le disiez en votre nom et prénom propre? Est-ce que le numérique peut être démocratique? Absolument. J'ai envie de retourner à la question, est-ce que la démocratie peut être numérique? Mhm. Euh, donc ça c'est intéressant. Ensuite, donc du coup c'est la question que je posais, le numérique peut-il jouer un rôle d'amélioration ou de transformation de la démocratie? Oui ou non? Les outils numériques donnent-ils aux citoyens un véritable pouvoir d'influencer sur la politique gouvernementale? Évidemment, le mot important, c'est véritable. Est-ce que vraiment les outils numériques permettent d'avoir une influence sur la démocratie, sur les décisions gouvernementales, gouvernement au sens national, européen, mais aussi local, hein. Euh, donc voilà. Et est-ce que les outils numériques se substituent aux outils démocratiques, traditionnels? Est-ce qu'on décrédibilise les élus à force de faire participer les citoyens? Et d'ailleurs, c'est la dernière question, avec l'utilisation des outils numériques, la démocratie représentative est-elle amenée à disparaître? Est-ce que vous pensez qu'on va continuer à élire des gens dans 50 ans, dans un siècle? Ou est-ce que, grâce au numérique, on a réussi à... on va pouvoir demain se passer d'élections? On n'aura plus besoin d'être représenté par des gens H24, on pourra prendre des décisions nous-mêmes. Est-ce que vous pensez que ça va arriver? Est-ce que vous pensez que c'est souhaitable? Deux questions. L'anonymat n'existe pas vraiment, je pense. Tout en rab. C'est ton prénom, c'est tout ou tout en? Ah là là. La question que je me pose, c'est le risque de l'anonymat peut-il déresponsabiliser qui peut déresponsabiliser et lié à la démocratie avec numérique, c'est poser la question du piratage dans la démocratie. Je suis pas sûr que ce soit l'anonymat qui organise le piratage, mais c'est intéressant, ouais. Le bourrage des urnes n'a pas attendu le numérique pour exister, par exemple. Absolument. Un problème notable, c'est quand même que jusqu'en seconde incluse, on a tendance à réprimer les raisonnements individuels et tout ce qui sort du cadre du cours. Mais dans quelle école vous êtes allé? À quel moment on vous a réprimé? C'est fou ça. Tendance à réprimer les raisonnements individuels. On m'a jamais réprimé un raisonnement individuel. Au contraire, j'ai des profs de maths qui s'arrachaient les cheveux pour essayer de me faire avoir des raisonnements individuels. Pour résoudre des équations, des trucs comme ça. Les profs de géographie, pareil. Moi, j'avais des profs vachement bien au collège. Enfin, je sais pas. Non, mais c'est marrant. Je me rends compte qu'on n'a pas tous la même scolarité. Je me dis qu'il y en a qui ont été réprimés. Oh la vache. Décidément, les profs. Bon, bref, je reviens sur la démocratie. Je pense que la France est tellement conservatrice que ça risque pas de changer avant un moment. Bah, c'est déjà un peu en train de changer. Regarde, le gouvernement, il organise des concertations sur tout le temps. Même sur l'Europe. Non, en gros, il y a un pseudonymat, on peut cacher son nom, mais on n'est jamais légalement anonyme. Ah non, légalement, tu n'es jamais anonyme, effectivement. Tu peux avoir des alias, etc. Mais légalement, tu conserves une identité. Tu restes responsable de tes propos. Encore que. Je pense et j'espère qu'on prendra nos décisions nous-mêmes. On n'est pas obligé de devoir élire des représentants. Bah ça, c'est intéressant. Est-ce qu'une démocratie dans laquelle on élirait plus de représentants serait une meilleure démocratie? Et si oui, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour que ce soit le cas? Non, c'est deux questions distinctes, genre anonymat et responsabilité, puis démocratie numérique et piratage. Ah oui, oui, d'accord, d'accord. Oui, je comprends, je comprends. Concertation auxquelles ils ne prêtent pas attention. Bah ça, j'en sais rien. La démocratie ne peut être... Oui, non, mais du coup, oui, du coup, tu reposes la question de savoir le numérique peut-il jouer le rôle d'amélioration ou de transformation de la démocratie? Non, c'est pas ça, pardon. Oui, c'est ça. Les outils numériques donnent-ils aux citoyens un véritable pouvoir d'influencer sur la politique gouvernementale? Est-ce que vraiment ça donne... Est-ce que juste donner un avis sur une application, ça sert à quelque chose? La démocratie ne peut pas être numérique dans son état actuel. Sur Internet, le public qui s'en sert reste trop restreint et catégorisé, majoritairement des hommes blancs, dû aux difficultés d'accès à Internet, accès physique et capacité de s'en servir, éducation. D'accord. C'est majoritairement des hommes blancs sur Internet. Je savais pas.
Le concept de démocratie fluide est fantastique et me semble bien pouvoir répondre aux enjeux de nos sociétés démocratiques. Qu'est-ce que tu appelles une démocratie fluide? Et qu'est-ce que le numérique vient faire là-dedans? Est-ce que le live est cassé? Non, pas du tout, Xan. Fais F5. On n'a pas droppé, il n'y a pas de drop. En gros, on peut déléguer sa voix sur un vote à quelqu'un qu'on estime plus compétent pour pouvoir voter. Ah oui, oui, c'est la démocratie liquide. Oui. Je connais cette théorie. Ça me dit quelque chose. Bon, en tout cas, il est midi. On va pas tarder à commencer la session. Tu me dis, Sylvain? Ils ont terminé la session précédente il y a 1 minute, donc Il y le a temps de 1 minute. s'installer. Bon. On peut peut-être lancer le générique pour être prêt au moment où ça commence, parce qu'on sait pas à quel moment on sera à la prise d'antenne. Parce que c'est au début de la prise de parole. Ouais, je sais pas. Bon, écoutez, chers amis, on va se mettre un générique de l'émission Il y a de l'écho. On est dans l'émission Il y a de l'écho en direct des rencontres économiques d'Aix-en-Provence. À tout de suite. Bienvenue dans Il y a de l'écho, l'émission d'Acropolis en direct, donc des rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Vous voyez, voilà, cet amphi de l'université d'Aix où sont en train de s'installer les personnes qui vont assister à cette conférence qu'on va commenter ensemble en direct. Conférence donc encore une fois sur la démocratie et le numérique. Et ça va être cool. Donc je rappelle les personnes qui vont prendre la parole. Il y aura Yann Algan du Cercle des économistes, qui est un économiste spécialisé d'économie collaborative et numérique. Il est prof à Sciences Po Paris. La modératrice qui va passer la parole, elle s'appelle Stéphanie Antoine. Elle est journaliste à France 24 et elle couvre notamment les grands événements internationaux, en plus de la présentation de l'émission La Semaine de l'écho, le vendredi sur France 24. Et les personnes qui vont intervenir, Xavier Bertrand, président du Conseil régional des Hauts-de-France, Barry Lin, le patron d'Open Market Institute, qui est très critique vis-à-vis de Google, et Alain Veil, le PDG d'SFR. Voilà. Ça ressemble vachement au générique qui disait économie stupide. Qu'est-ce que tu crois? Ça vient comme qui dirait du même endroit. Pourquoi je suis bien éclairé sur cette caméra-là? Bon, whatever. Je te laisse faire. Bienvenue en tout cas à ceux qui nous rejoignent. N'hésitez pas à partager ce live si ça vous intéresse. Et bah alors. Ils arrivent quand, Stupid Economics? Quand ça? Beaucoup de services publics sont sur Internet et on a quand même une API géniale d'identification avec France Connect. Oui, salut petite sardine. C'est en train de se mettre en place France Connect. France Connect, c'est la création d'un identifiant unique pour se connecter à l'ensemble des services publics. C'est un vieux serpent de mer qui lui aussi pose des questions, mais du coup c'est vachement intéressant. Mais on va pouvoir en parler. c'est déjà en place. Hein. C'est déjà en place pour l'avoir utilisé récemment pour refaire ma carte d'identité et mon passeport. C'est déjà en place, ça marche très très bien. Tiens, tu fais penser qu'il faut que je refasse ma carte d'identité. Mais ça, c'est vachement intéressant parce que tu vois, les services publics numériques, ça aussi, c'est un sujet hyper intéressant. Aujourd'hui, l'interaction qu'on a avec les services publics sont hyper numérisés. Et du coup, ça pose plein de questions sur le développement territorial des services publics. C'est pas intégralement numérisé encore, mais ça progresse vachement. Non, enfin, la quantité de démarches qu'on peut faire en ligne, y compris ton orientation, ton affectation à la fac. Mais ça, c'est pas nouveau pour le coup. Ça, c'est pas nouveau. Non, ça, c'est pas nouveau. Je confirme, ça marche super bien. Il faudrait que j'essaye du coup. Je te ferai un tuto. Putain, faudrait faire des tutos services publics sur YouTube. Tuto service public sur YouTube. Grave. Il y a tellement moyen de faire des trucs. Comment se faire rembourser par la CAF? Comment se faire sa déclaration Pôle emploi? Comment s'actualiser sur Pôle emploi, ouais. Comment répondre à un contrôle Pôle emploi? Comment créer sa Startup Nation? Je préfère voir des humains pour faire mes démarches. Mais ça aussi, ça fait partie des questions intéressantes sur la démocratie et le numérique. Est-ce que le numérique déshumanise? Ou est-ce qu'il change la place de l'humain? Chacun a son imperfection. Finalement, qu'est-ce qu'un être humain si ce n'est la version buggée d'une machine? Buggée d'un avatar, tu vois. Ah là là. Comment remplir une fiche de paye? Comment demander le RSA? Non, j'avoue. Comment rendre l'argent pour François Fillon? Le numérique supprime des emplois. Mais est-ce qu'il n'en crée pas aussi? Le fait de travailler chez Acropolis, est-ce que c'est pas grâce au numérique finalement? Non, c'est grâce à l'humain. Ah, pardon. Acropolis, c'est d'abord une grande aventure humaine. Oui, c'est vrai que c'est ce qu'a dit Raphaël dans son rapport de stage. Acropolis existe via Acropolis, c'est très humain justement. Ben voilà. Comment bénéficier de l'allocation adulte handicapé? Mais ouais, non, mais grave. Non, mais grave.
Comment fabriquer une bombe avec une cocotte minute? Ouais, ouais, ouais. Non, mais des tutos service public, quoi. Bon, bref, elle va pas tarder à commencer cette session. Je rappelle qu'Acropolis donc commande certaines des sessions des rencontres économiques, mais vous pouvez regarder les autres sessions en version non commentée sur la chaîne YouTube du Cercle des économistes. Ça crée des emplois dans la mesure où ça crée les mêmes emplois. Il y a quand même des gens qui se retrouvent dans la purée. Oui, mais est-ce que c'est... C'est une révolution technologique, c'est une révolution économique, donc toute révolution, c'est transformation des emplois, effectivement. Bon, on attend le début de cette conférence. Pour l'instant, on n'a pas de son. Je sais pas si c'est parce qu'ils n'ont pas lancé le son ou. Comment vont faire les vieux? Et bien ça c'est hyper intéressant comme question. Ça pose la question de la médiation numérique et notamment justement sur la question de la démocratie. Si on met du numérique dans nos démocraties, comment est-ce qu'on fait pour éduquer, entre guillemets, pour accompagner les personnes plus âgées dans leur usage du numérique? La surpuissance des GAFA, le vol des données personnelles. Ah, on a du son en mono. Le numérique censé incarner un concentré d'agora, comme peut le dire Raphaël Antoven, favorise en fait le populisme et polarise le débat. Alors le numérique, finalement, tient-il sa promesse d'une démocratie transformée, augmentée, ou au contraire, la démocratie connectée est-elle une illusion? Et avec l'utilisation du numérique, la démocratie représentative est-elle menacée, amenée même à disparaître? Alors on en débat avec Xavier Bertrand, bonjour, président du Conseil régional. Président de l'Open Markets Institute, bienvenue. Alain Veil, président de SFR et d'Altis France, bonjour. Et Yann Algan, donc du Cercle des économistes. Et c'est Yann qui va nous introduire la session. C'était Stéphanie Antoine donc, qui a introduit cette session. Désolé, on a le son en mono, je sais pas pourquoi, on l'a que dans l'oreille droite. On ne peut rien y faire. Et donc Stéphanie Antoine qui va passer la parole à Yann Algan qui va introduire cette table ronde. Voilà, tout le monde est installé. Yann Algan, c'est à vous. Merci beaucoup Stéphanie. Chers toutes, chers tous, chers intervenants distingués, merci pour votre participation à ce débat. Où est la démocratie numérique? Alors, si on avait posé cette question il y a 5 ans, si ce débat s'était tenu il y a 5 ans, je pense que la réponse aurait été chargée d'optimisme et d'espoir, tant le numérique représentait une promesse de renchérissement de la démocratie, de mobilisation citoyenne. On parlait de civic tech, d'OpenGov, de capacité pour les citoyens enfin à pouvoir reprendre le contrôle direct sur leurs décisions. Derrière cette révolution numérique, il y avait même plus On fait ce qu'on peut avec le son. que la simple promesse d'une démocratie. Il y avait aussi l'espoir d'une révolution de l'action publique. Grâce à la richesse des plateformes, s'annonçait l'avènement de ce qu'appelle O'Reilly, grand intellectuel américain, la promesse de l'État plateforme, la possibilité des citoyens de travailler directement avec des données pour co-construire les décisions. Essaye de faire un copie droite à gauche. Nous étions au temps des promesses. Ça change rien? Voilà, laisse tomber. 5 ans après, nous avons eu la montée des populismes, l'actualité des fake news, et l'ensemble de ces espoirs semble avoir été balayé pour ne retenir que les incertitudes. Alors les incertitudes, quelles sont-elles? La première, c'est celle de la polarisation du débat public, très bien étudiée en particulier par Yochai Benkler, un juriste du Berkman Institute à Harvard, qui montre à quel point les réseaux sociaux ont pu créer ce qu'on appelle des bulles de filtre, c'est-à-dire que les citoyens ne recherchent, ne tweetent ou ne likent que de l'information qu'ils apprécient et sont soumis ensuite à des algorithmes qui ne leur proposent que les contenus qui sont susceptibles déjà de vouloir connaître. Cette polarisation... Bon, jusque-là, Yann Algan, il est sur un constat assez amer. En 5 ans, on a carrément déchanté du point de vue de la démocratie et du numérique, d'après lui. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Aux États-Unis ou à la polarisation de l'espace public en Europe. La deuxième grande menace est celle, vous la connaissez tous, des fake news, des rumeurs, dont on sait qu'elles sont d'autant plus efficaces qu'elles se transmettent beaucoup plus rapidement que les rumeurs nouvelles. Alors bien sûr, la question des rumeurs n'est pas nouvelle.
vous avez déjà eu ce problème dans l'ensemble des espaces publics, et d'ailleurs Hegel, dans ses principes de philosophie du droit, disait il serait bon que pour tous les journaux politiques qu'ils soient extrêmement chers et payants pour éviter que les rumeurs se propagent beaucoup trop vite. Cependant, la question des réseaux sociaux pose l'espace des rumeurs à un autre niveau, à un niveau qui peut remettre en cause nos démocraties. Et puis enfin, au-delà de cette question du numérique, se pose la question aussi de l'intelligence artificielle, encore plus redoutable, qui soulève trois questions. La question premièrement de la gouvernance par les algorithmes en termes démocratiques, qui les contrôle ? Qui contrôle le processus de décision si certaines décisions publiques sont prises par des algorithmes ? Quelle est la question en termes d'éthique ? Quelle est l'éthique des algorithmes derrière des décisions publiques et des décisions démocratiques ? Et enfin, une question plus générale de contrôle des données. Qui va avoir le contrôle des données ? Est-ce que ce sera réservé à un certain nombre d'entreprises privées ? Pareil, je ressemble à Mixem, c'est lui qui me ressemble. Aux citoyens, Yann Algan, en tout cas, qui est en train d'introduire, je rappelle qu'il est enseignant en première année de Sciences Po à Sciences Po Paris, et c'est un spécialiste de l'économie numérique et de l'économie collaborative, et donc qui dresse déjà un premier bilan assez amer de la démocratie numérique en 5 ans. On a quand même sacrément déchanté. Aujourd'hui, il y a des algorithmes, il y a des fake news, il y a des rumeurs, il y a des bulles de filtre. Ce qui marque en fait quand on lit ce que vous publiez au sein de votre think tank, c'est finalement l'observation très critique de la domination du secteur des technologies par les GAFA. Donc pour vous, est-ce que le numérique est porteur d'espoir démocratique ou au contraire menace-t-il la démocratie ? Allez, on va écouter Bariline. Thank you all, and it's a great pleasure to be here. I'll just cut straight to the chase. Google, Facebook, and Amazon, as they are now structured, are probably the greatest threat to our democracies. Les GAFA sont la plus grande menace contre nos démocraties. Bariline qui commence cache le débat. Now there's just to understand that statement, let me go back a little ways and actually let me give you a sense about how we used to do political economics. Alors pour comprendre où est-ce qu'on en est arrivé, il faut revenir un petit peu en arrière et voir comment est-ce que ça a évolué. To understand how Americans do political economics and really how the world, the Western world, has done political economics, it's worth going back to the very beginning. 1773, which was 3 years before the Revolution, there was something called the Tea Party in the United States. The Tea Party was a bunch of people rebelling against the British East India Company. The Revolution in 1776. Bariline donc qui revient sur l'histoire américaine avec la Révolution, la rébellion des Américains contre les monopoles. The reason that people were revolting against the British East India Company was because it was an intermediary. Because you had people on one side who were selling things, and you had people on the other side who were buying things, and you had a corporation that was intermediating how the market functioned. Actually, there was no market. There was a corporation that ruled over the seller and over the buyer. For 200 years after the Revolution, in the United States and in the Western world, we did a remarkably good job of regulating the intermediary. En gros, Bariline, ce qu'il explique, c'est que la démocratie est née pendant 200 ans parce qu'on a travaillé à supprimer les intermédiaires. Il y a eu un gros travail de régulation des marchés. Et en gros, vous comprenez en sous-main la critique que va faire Bariline de l'état actuel. C'est que les GAFAM, notamment Google, sont aujourd'hui complètement tout-puissants et impossibles à réguler. To ensuring our liberty and our democracy. In the early 1980s, the Reagan and Thatcher governments imposed upon the United States and on the UK the neoliberal revolution, which was a radical change in how we do political economics. They changed the rules by which we regulate large intermediary corporations. As a result, that had all kinds of different results, but the most important result is that Google, Facebook, and Amazon, the great applications that grew up within this new environment that was created by the internet, have been entirely free to engage in the type of manipulation of the individual as a seller and the individual as a buyer. Voilà, on a arrêté de réguler, on a complètement libéralisé après la chute du mur de Berlin et du coup on a créé des monstres comme Google.
sort of manipulation qui manipule les acheteurs et les vendeurs et qui se place en intermédiaire et qui nous empêche d'avoir un marché libre. stood against for 200 Je rappelle que Barry Lynn, il est patron c'est un ancien membre de la New American Foundation et il est patron de l'Open Market Institute. have power over the interactions between buyer and seller. It is the greatest crisis, and we can talk about why this is, but it's the greatest political crisis in at least a century. Merci beaucoup. Donc un manque de régulation. Applaudissements pour Barry Lynn aux rencontres économiques d'Aix-en-Provence alors qu'il dénonce l'absence de régulation des GAFAM. Next Radio TV qui est un média global, donc on peut dire que le numérique a véritablement révolutionné l'audiovisuel, la presse, l'information et vous avez été un pionnier dans son utilisation. Est-ce que pour vous le numérique menace la démocratie aujourd'hui et est-ce que, comme vient de le dire Barry Lynn, les GAFA sont une menace finalement? Alain Veil, le PDG d'SFR, on l'écoute. Je suis très content d'être avec vous ici à Aix. Écoutez, moi je suis d'abord quelqu'un de profondément optimiste. Alors comme dans toute révolution, il y a des risques et il y a des opportunités. Mais quand je vois notre quotidien, moi j'ai l'impression de vivre quand même une époque formidable, donc effectivement qui pose un certain nombre de problèmes. Mais depuis 20 ans, on connaît tous une révolution qui nous permet finalement de vivre la science-fiction. C'est-à-dire que ce qu'on découvre chaque année, toutes les nouvelles expériences qu'on a, il y a 10 ans, ça aurait apparu comme de la science-fiction en imaginant que c'était possible. Bon, maintenant, le fait C'est vrai, est-ce qu'il y a 10 ans, vous vous imaginiez en train de regarder un stream des rencontres économiques et de pouvoir commenter sur un chat? Quand il pense, il y a 10 ans, c'était impensable. C'est quand même quelque chose d'incroyable. Donc, évidemment, il y a des risques, mais moi, je préfère me lever le matin en voyant ce qui est positif qu'en voyant ce qui est négatif. Et je préfère me dire que ça sera mieux demain que de dire que c'était mieux avant, sans faire preuve de naïveté et en voyant quels sont les problèmes, parce que c'est vrai qu'il y a des choses qui doivent changer. D'abord parce que je suis aujourd'hui aussi le président de SFR, je voudrais parler une minute d'infrastructure et de technologie. Le fait qu'on puisse amener le mobile très haut débit à toutes les populations dans tous les pays, qu'on puisse amener la fibre partout, c'est quand même pour tous les citoyens du monde une opportunité d'être ouvert sur le monde entier, d'avoir accès à Internet, d'avoir accès à de l'information, d'avoir accès à de l'image, d'avoir accès à de la pédagogie, de la connaissance, la télémédecine, que des choses qui sont extrêmement intéressantes, extrêmement positives. Donc là aussi, c'est pour dire que c'est quand même globalement positif. Bon, Alain Veil qui est quand même beaucoup plus rassurant que Barry Lynn. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes plutôt défaitiste comme Barry Lynn, on a créé des monstres et aujourd'hui c'est devenu incontrôlable et on est en train de tuer la démocratie? Ou est-ce que comme Alain Veil, vous trouvez que en fait ça a quand même considérablement changé, les choses évoluent et ça va dans le bon sens même s'il y a des problèmes? Les modèles qui se créent ne sont pas parfaits, doivent être critiqués, doivent être régulés sûrement, mais globalement, même dans l'information, je pense que c'est extrêmement positif. On a la mémoire courte, mais même en France, il y a 40 ans, la démocratie dans les médias, elle était quand même moins forte qu'aujourd'hui. Je lisais encore un livre il y a quelques jours, écrit par l'ancien directeur du service politique de TF1 en 1974. Eh bien, quand le président de la République, qui s'adaptait à l'époque, ce n'est pas du tout une vision critique, partait en voyage officiel, eh bien, le directeur du service politique de TF1, il était convoqué à l'Élysée pour préparer la couverture comme il le fallait, convenablement du voyage du président de la République. Je déjeunais hier avec le président d'Énergie, mon ancien patron, et il me racontait qu'en 81, quand il a créé Énergie, le Parti socialiste lui a demandé de faire rentrer dans son association tel ou tel responsable. Et je ne critique pas le Parti socialiste de l'époque, c'était aussi une évolution, ils avaient vécu une période précédente. Alain Veil, donc qui nous rappelle que les choses vont dans le bon sens encore une fois, puisqu'il y a 40 ans, le monde était quand même sacrément différent et la liberté de la presse était très très différente. Il raconte ces différentes anecdotes où le général de Gaulle faisait la une des journaux, le Parti socialiste imposait des gens dans les médias. Ça a changé. Hein. Aujourd'hui, donc je pense que c'est positif. Et puis pour terminer, une chose importante, c'est d'interpeller, c'est vrai, les législateurs. Ce dont on souffre, nous, le plus dans le secteur des télécoms et des médias, mais je suis sûr que c'est pareil pour vous tous, quel que soit le secteur, c'est que, alors on parle là aussi d'hommes politiques, de démocratie, il faut que les règles des entreprises, je ne veux pas dire traditionnelles ou historiques, mais des entreprises généralistes, que ces règles puissent s'alléger, s'assouplir, s'adapter aux pure players, ou que les règles appliquées aux pure players soient les mêmes que celles qu'appliquées aux entreprises généralistes. Parce que ce dont on souffre le plus, c'est quand même ça. C'est-à-dire que si je prends l'exemple de Netflix, qui est une entreprise, pour être clair, pour laquelle j'ai énormément d'admiration,
Ils fabriquent du contenu de très très grande qualité qui ne va faire que s'améliorer. Ils vont en fabriquer localement aussi dans tous les pays, ce qui est assez positif. Mais aujourd'hui, ils n'ont aucune règle en matière de production, alors que les éditeurs français ne peuvent pas produire eux-mêmes des films ou des documentaires. Ils doivent sous-traiter la majorité de la production à des partenaires extérieurs. On n'a pas le droit de faire de publicité en France pour le cinéma et la télévision, alors que Netflix a accès à la télévision. Bref, la publicité adressée en France pour les chaînes de télévision qui devraient nous permettre d'envoyer aux téléspectateurs des publicités, des spots de pub différents en fonction de leur profil, nous est interdit, alors que Google peut le faire comme il veut et Facebook peut le faire comme il veut. C'est là où les législateurs... On sent le PDG d'Altis, le PDG d'SFR qui pousse un coup de gueule contre l'inéquité. En gros, les GAFAM ont une liberté totale sur Internet que nous, à la télévision, on n'a pas. En gros, c'est ce qu'il dit. Généraliste, parce qu'effectivement, sinon, on est victime de discrimination. Et là, c'est un danger pour l'ensemble de l'économie. Mais je suis d'accord avec toi, Cyanide. L'Europe, qui doit s'organiser, parce que c'est un vrai problème pour la démocratie et pour la révolution digitale, que l'Europe s'organise pour effectivement mettre à niveau les entreprises généralistes par rapport aux pure players. Merci beaucoup, Anna Veil. Xavier Bertrand, alors vous êtes l'homme politique du panel. La vie politique a été profondément bouleversée par le numérique, l'utilisation de Twitter, la campagne présidentielle, on a vu, a été hackée par les Russes, les campagnes du Brexit, même la campagne de Trump a bien montré que l'utilisation de tous ces réseaux sociaux n'était pas particulièrement démocratique, mais avait même tendance à polariser véritablement l'espace public. Pour vous, ces technologies sont-elles une menace pour la démocratie ? Ah ouais, carrément. Ne nous racontons pas d'histoire, vous pouvez vouloir lever le pont-levis et préparer de l'huile bouillante, vous n'empêcherez pas l'essor du numérique et une place croissante dans nos sociétés et le rapport avec la question démocratique. C'est une évidence. Je pense encore que même avec les élections récentes, c'est encore le fond, c'est encore l'offre politique qui fait la différence, même s'il ne faut pas se tromper. L'utilisation du numérique permet à ceux qui contestent cette logique démocratique d'interférer de plus en plus. Je pense qu'on n'a pas encore basculé. Je n'ai pas connaissance qu'un mauvais candidat ou qu'un candidat dangereux non voulu par les concitoyens largement ait été empêché de l'être à cause du numérique. Je ne vous dis pas que ce danger n'existe pas. Ouais, en même temps, à l'inverse, aux États-Unis, l'élection de Trump a quand même été entachée de soupçons d'irrégularité sur le numérique, justement, avec l'interférence de la Russie. Politique, allez, républicain, je vais faire attention à ce que je dis, républicain, de prendre conscience des enjeux et des risques et de se dire qu'il va falloir quand même se réveiller très 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 rapidement. Ça veut dire quoi ? Une question qui a été posée notamment sur les GAFA, que ce soit par M. Lin, que ce soit aussi par Alain Veil, elle est très présente, mais je voudrais, comme c'est la question que vous m'avez posée, me concentrer sur l'enjeu politique et démocratique. Déjà, si vous acceptez que le numérique prenant plus de place, qu'il faut qu'il y ait un contrôle démocratique plus important, il y a quand même deux choses qui ne sont pas tout à fait accessoires. C'est la question de qui a accès au numérique. Et aujourd'hui, en France, il y a encore des millions et des millions de nos concitoyens qui n'ont pas accès au numérique, comme vous pouvez l'entendre, vous qui habitez à Aix ou à Paris. Cette fracture numérique, ça n'est pas une blague. Ça n'est pas une blague. Xavier Bertrand qui souligne le sujet que tu avais souligné tout à l'heure, l'Auvergnat, la fracture numérique et les personnes âgées notamment, mais aussi les personnes qui vivent dans des territoires ruraux qui n'ont pas accès au numérique. Ça sera terminé, garanti, en 2022. C'est rapide, me diront certains, par rapport à la tendance initiale, c'est une éternité. On n'y est pas encore, alors. Exactement. Et même pour ceux qui sont raccordables, qui le seront, il y a aussi nouveau nom qui fait son apparition. Non, c'est une réalité bien ancrée. Connaissez l'illettrisme, il y a l'électronisme, c'est-à-dire beaucoup de nos concitoyens qui ne maîtrisent pas, qui ne connaissent pas. Dans une région comme les Hauts-de-France, 6 millions d'habitants, c'est à mon avis plus d'1 million de mes concitoyens qui ne sont pas à l'aise et qui donc très clairement, même si on rentre dans des sociétés démocratiques encore plus numériques, vont se retrouver de facto exclus. En général, vous allez me dire, ce sont les mêmes qui sont déjà exclus ou qui s'excluent eux-mêmes du jeu démocratique aujourd'hui, donc ça ne changera rien. Non, je suis désolé, on n'a pas le droit de faire preuve de ce cynisme-là. Cette question de l'accès démocratique au numérique est clairement posée. Après, je voudrais aller un petit peu plus loin. Ceux qui savent faire aujourd'hui, le mieux faire ne sont pas forcément ceux qui s'inscrivent le plus dans le cadre républicain. Je vous envoie une très bonne analyse qui avait été faite, excusez-moi de citer, par l'Express, c'était début juin, sur le phénomène des pégrillots.
la façon... Beppe Grillo, c'est le patron du mouvement 5 étoiles en Italie, qui est à la tête de la coalition en ce moment avec la Ligue, le parti d'extrême droite. Les partis traditionnels arrogants qui n'ont pas vu ce qui était en train de se passer, c'est comme ça en grande partie, pas seulement, qu'il a constitué une offre politique et qu'il a été capable, avec d'autres bien sûr, d'arriver à ce résultat en Italie. Eux ne s'embarrassent de rien, eux ne s'embarrassent pas avec la vérité, mais ils savent utiliser le numérique comme aucun parti républicain. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que les populistes, en gros, savent mieux utiliser que le numérique, enfin les extrêmes, en gros, savent mieux utiliser le numérique que les partis républicains? J'ai différentes interventions que je pourrais faire. Il y a la question du contrôle éthique. C'est la question du contrôle démocratique. Et au final, est-ce qu'il faut qu'il y ait un contrôle politique ou est-ce qu'il faut qu'il y ait une intervention politique? Le politique est toujours suspect. Alain l'a rappelé notamment par le passé, notamment en France. On ne peut pas dire qu'on ait été un exemple de liberté en matière d'audiovisuel. Mais ce qui est vrai, c'est que je pense que la valeur la plus importante, c'est la dimension éthique et citoyenne, avant même la question purement politique, en tout cas certainement pas politicienne. Marilyn, il nous reste 20 minutes, donc ça serait intéressant de voir justement après le constat les solutions face justement à la problématique. Jusque-là, le constat, il est assez sévère. Hein. C'est intéressant de rappeler que Mark Zuckerberg, donc le fondateur de Facebook, lui dit qu'il est très démocratique, hein, puisque en créant des communautés globales, mondiales, pour lui, c'est de la démocratie. Donc c'est intéressant aussi de revenir sur ce que pensent un peu tous ces fondateurs de ces GAFA, enfin qui sont devenus GAFA, puisqu'ils ont commencé petits, ils sont devenus très gros. Est-ce qu'il faut réguler, Marilyn, y compris aux États-Unis, qui est un pays, vous l'avez rappelé, contre la régulation? Est-ce qu'il faut réguler pour justement qu'il y ait plus de démocratie? Et est-ce qu'il faut contrer l'idéologie, par exemple, d'un Mark Zuckerberg ou justement des patrons de ces GAFA qui ont aussi une vision de la démocratie qui peut être pas forcément la vôtre? Faut-il réguler? On va écouter Marilyn. First, I want to start off by saying that actually I agree with Alain about something that is fundamentally important. I believe that the future is going to be much better than it is today. I believe that we're going to make the future much better than today. This is our world. So how? Alors, Marilyn qui déjà met de l'eau dans son vin par rapport à tout à l'heure, il était très défaitiste et là il dit « Je suis d'accord avec Alain Veil, le futur sera meilleur qu'aujourd'hui ». What are we going to do about these corporations? In the United States, regulation is a bad word, but I'll tell you something. Right now, the Republican Party, which has been the bastion of fighting against regulation, is learning very quickly that when it comes to Google, Facebook, and Amazon, they're learning how to say the word regulation. They know that the only pathway forward for the corporations that the people that support the Republican Party own is to deal with Google, Facebook, and Amazon. Can they convince Trump? Trump is, Trump, you guys know more, as much about Trump as I do. Now, Vous savez plus sur Trump que moi, nous explique Marilyn, l'américain. It's important to understand that we actually have in our past. Once you understand that Google and Facebook and Amazon are like railroads, are like AT&T, are like a telephone company, you suddenly realize that there's tools laying all around you to fix this problem. We have tools that we can use to make the big network monopolies neutral, make them serve us. So that they don't control us. Nous avons des outils, on peut mettre en place des outils pour forcer les outils à nous être utiles et non pas à nous maîtriser comme aujourd'hui. So you need a law to regulate? Well, arguably, faut-il en passer par la loi? Arguably, we already have a lot of laws. I mentioned the fact that there was this Thatcher-Reagan revolution. What the Thatcher-Reagan people did is they put in blinders on us. They said, Marilyn qui dit on a déjà plein de lois. Was to promote the welfare of consumers. Remember what I said before. The purpose of political economics in the West was to promote the liberty of citizens. 35 years ago, people came along and they said, we need to make economics serve the welfare of consumers. That is a form of blinder. When you pull those lenses off and you look at the world in the different lenses, the lenses that our grandparents and great-grandparents used. Le marché ouvert a été créé pour le bien des consommateurs, il ne faut pas oublier ça, c'est ce que nous rappelle Marilyn.
l'impression qu'ils voudraient qu'on en revienne à des fondamentaux américains du marché libre, contre les monopoles, contre les trusts, et donc contre les GAFAM. And how exactly will we deal with them? There is no question that we will deal with them. So how, in one word, in a one sentence? Comment on fait? En une phrase. We Comment will faire? break up Google and Amazon, and we will neutralize Google, Amazon. Il faut casser Google, Amazon, Facebook. Il faut neutraliser Google, Amazon, Facebook. Facile à dire. C'est Barry Lynn. Facile à dire. To neutralize. Comment neutraliser Facebook, Amazon, Google? Neutralization, actually, some of you may know that there was a law passed in 2015 in the United States, net neutrality. This was for the companies, our cable companies, our telecommunications companies. It was saying, you carry everything at the same rate on the same terms. We apply those exact same principles to Google, Facebook, and Amazon. It's very easy. Barry Lynn, donc, qui plaide pour la neutralité du net. Barry Lynn, qui est plutôt favorable aux législations européennes. Carriage goes back to Roman times. This is the only generation in 2,000 years that has allowed the intermediaries to take control of us. Merci beaucoup. Alain Veil, est-ce que vous êtes d'accord avec Barry Lynn? Est-ce qu'il faut réguler d'une manière ou d'une autre, y compris d'ailleurs donc Barry Lynn qui attaque, hein, on va pas se mentir. Il est assez cash dans ses réponses. qui est débattu en ce moment, On va écouter Alain Veil, le PDG d'SFR. aussi du RGPD en Europe, puisqu'on parlait de régulation européenne. Le RGPD, c'est ce règlement général des protections des données personnelles. Sur la propriété des données personnelles, qu'en pensez-vous? Sur les fake news, je pense qu'il faut éventuellement adapter la loi générale sur la diffamation. Il y a des lois qui existent. Je ne suis pas sûr qu'on ait l'obligation de faire une loi spécifique pour les fake news. Alain Veil qui a l'air assez sceptique sur la loi En Marche, Mais là, sur les fake news. Effectivement, une réglementation RGPD. Alors, je ne sais pas comment vous le vivez au quotidien, mais sur tous les sites où on a l'habitude d'aller, hop, on arrive. Alors, il faut cocher. On coche vite OK parce qu'on n'a pas de temps à perdre. Finalement, ça n'a pas vraiment réglé le problème. Pour revenir sur le sujet qui vient d'être abordé par Barry, c'est celui de la neutralité du net. C'est un sujet un peu tabou. L'accès à Internet, effectivement, tout le monde doit avoir accès à Internet, mais c'est quand même un vrai problème économique, un vrai problème peut-être de démocratie, pour revenir au cœur de C'est qui Barry Lynn? Non, c'est Barry Lynn. C'est l'américain de l'Open Market Institute qui vient de prendre la parole en s'en prenant directement aux GAFAM qui sont des menaces selon lui pour la démocratie, alors qu'Alain Veil, le PDG d'SFR, est en train de parler de la neutralité du net. des flux qui circulent sur notre réseau. Est-ce qu'il est normal que les conditions d'accès au réseau soient les mêmes pour des acteurs qui pèsent aussi lourd que pour d'autres acteurs qui sont beaucoup plus petits? On peut se poser la question. La conséquence, c'est que Netflix parvient à proposer une offre de programme d'une très grande profondeur, d'une très grande qualité pour 10 €. Face à ça, Canal+ est totalement déstabilisé. Et après, c'est le système du financement du cinéma qui est mis en cause. Donc, bien sûr que tout le monde doit avoir accès à l'autoroute dans des conditions équitables, mais est-ce que l'autoroute doit être gratuite pour tout le monde? Barry Lynn qui n'a pas l'air tout à fait d'accord avec la neutralité du net, qui dit qu'on ne peut pas mettre sur un pied d'égalité les tout petits acteurs, les simples internautes par exemple, et les géants du web. Et selon lui, la neutralité du net, ça veut dire donner la même chose à tous, y compris à ceux qui n'en ont pas besoin ou qui pourraient payer pour. Ça vaut le coup d'y réfléchir et que c'est une question qui est effectivement très importante. Elle doit être réglée par le législateur, Alain Veil? Oui, je pense que ça relève des législateurs, ça relève aussi des règles européennes, parce que ces sujets sont internationaux, donc il est important que effectivement, là encore une fois, la législation s'adapte. Et pour revenir à la net neutralité et donner une anecdote, nous on travaille effectivement à SFR en ce moment beaucoup sous la pression des élus pour déployer dans tout le territoire la fibre. La fibre optique, ouais. Que donnait Xavier Bertrand. C'est compliqué, on a beaucoup de réunions avec les élus, mais quand les élus nous voient, ils disent faut aller plus vite, faut aller plus vite. Donc on leur dit on est d'accord, mais je leur dis vous savez que là on bosse tous pour Google et Netflix. Si on perd Canal+, c'est pas si grave. Bah, le cinéma français a plus de financement si on perd Canal+. Twitch appartient à Amazon. Oui, Twitch appartient à Amazon. Qui sont demandés, ils ne sont pas concernés par le financement des infrastructures. Donc là aussi, ça pose... C'est intéressant ce que dit Alain Veil hein, sur le déploiement de la fibre optique. Ok, vous voulez qu'on foute de la fibre partout, mais Concurrence déloyale. foutre de la fibre partout, c'est donner un boulevard à Amazon, à Facebook, etc. et à Google qui ne payent pas pour les infrastructures. À la question centrale que je soulevais tout à l'heure, de l'adaptation des règles au monde digital,
pour qu'il n'y ait pas de discrimination entre ce que j'appelle les acteurs généralistes et les pure players mondiaux, souvent américains, monopolistiques, et qui sont effectivement extrêmement performants. Xavier Bertrand, pourquoi est-ce que finalement le régulateur est si en retard ? Alors, c'est pas qu'il est en retard, c'est qu'il y a aussi le poids des lobbies. Alors, attendez, moi, je veux juste expliquer à la salle qu'initialement, on m'avait demandé de faire l'élu local qui expliquait comment ça se passait dans la région et qui devait porter son regard sur l'accès démocratique au numérique et autres. C'est un peu réducteur, là, ce que vous décrivez. C'est un peu quand même ce qu'on m'avait demandé, mais je mets les pieds dans le plat. Vous avez neutralisé Google et certains GAFA. Non, je vous le dis très clairement, il est temps de se réveiller. Une entreprise comme Google, il faut voir quand et comment démanteler Google, qui est un véritable danger, et pas seulement un danger pour la démocratie. Il est quand même temps de se réveiller. Il faut certes desserrer le frein à main pour nombre d'entreprises traditionnelles qui sont sur un secteur qui est encore concurrentiel, mais jamais ils ne pourront rattraper. Parce que la question qui est posée avec la neutralité du net, c'est est-ce qu'il y a le même accès sur l'autoroute, mais est-ce qu'il n'y a pas non plus des fils réservés pour certaines plateformes? C'est ça aussi la vérité. Et on est en plein dedans. Parce qu'il ne faut pas compter sur M. Trump pour porter un regard intéressé là-dessus. Je pense que M. Obama avait beaucoup de complaisance avec tout ce monde-là. Il ne faut pas compter certainement pour les Russes pour bouger là-dessus, parce que même sur l'intelligence artificielle, avec beaucoup de retard, ils ont une stratégie. Les Chinois, pareil. C'est à l'Europe de le faire, ce n'est pas la France toute seule qui peut le faire. Et quand je vois qu'aujourd'hui, au niveau européen, alors que l'Europe, j'en suis intimement convaincu, citoyens européens sont prêts à ça. Quand je vois ce qui s'est passé avec la directive droit d'auteur, où cette directive droit d'auteur a été repoussée pour une seule raison, le lobbying acharné des GAFA. Et je pose une question, combien Google a dépensé dans les derniers jours pour justement planter le vote au Parlement européen? Si vous avez la réponse, moi je suis preneur. Et ça, c'est pas de la démocratie. Tonnerre d'applaudissements pour Xavier Bertrand qui s'en prend vertement au lobbying de Google. C'est parce que la société de lobbying, chargée justement de vendre la position qui consistait à dire à ne pas adopter, s'est permis de dire, c'était dans les Échos, de dire non mais attendez, tout ça c'est pour protéger les petits. Je n'avais pas compris que les GAFA et Google en premier étaient si généreux à ce point qu'ils dépensaient tout cet argent pour favoriser les petits. Alors c'est vrai qu'il y a à chaque fois un débat. Est-ce qu'on doit rémunérer la création? Est-ce qu'on doit rémunérer les auteurs, ceux-ci voulant être payés? Mais le problème est très simple. C'est est-ce que ce qui correspond à nos valeurs fondamentales françaises, mais aussi européennes, la création, la rémunération de la création, ce qui continuera à faire la différence, et une forme d'exception, est-ce que ça a de l'avenir, oui ou non? Et si vous continuez à laisser faire les GAFA dans les mêmes conditions, la réponse est claire, c'est non. Alors, qu'on aille après nous parler du monde... La directrice droit d'auteur, pour te répondre, au FU, c'est un vote qui a été repoussé au Parlement européen sur une directive qui devait permettre de faire financer les droits d'auteur par les GAFAM. Qu'on arrête cette blague de vouloir imposer une taxe de 3 à 4% sur les GAFA, alors qu'en plus ce sont les consommateurs qui paieront et ça ne changera rien. Il y a par contre... faut taxer les GAFA ou il ne faut pas taxer les GAFA? Mais il y a plus intelligent que ça à faire. C'est de reprendre exactement ce qu'ont proposé les parlementaires européens, les députés européens, Alain Lamassoure en tête. C'est de s'attaquer à la constitution du bénéfice des GAFA. Et là, vous leur faites certainement beaucoup plus mal qu'avec une micro-taxe qu'ils répercuteront. Mais encore une fois, il faut aussi qu'en politique, on arrête d'essayer de trouver le plus petit dénominateur commun, parce qu'on sait aussi que les GAFA ont dit ça ne nous dérange pas tant que ça, et qu'on reprenne le problème à la base. On est à la croisée des chemins. Si on ne se réveille pas, je peux vous dire que la société de demain, je suis désolé, elle ne sera pas meilleure que celle d'aujourd'hui. Gros plaidoyer politique de Xavier Bertrand en faveur d'un démantèlement de Google, il l'a dit clairement en introduction de son intervention. Est-ce que l'Europe pourrait être un fer de lance? Parce que pour l'instant, on voit que l'Europe est plutôt très divisée, pardonnez-moi Xavier Bertrand, sur ces questions. Et d'ailleurs, comme vous l'avez rappelé, hier au Parlement européen, la loi qui devait protéger justement les auteurs, les permettre d'être rémunérés, justement, eh bien cette loi a été retoquée à la majorité par le Parlement européen. C'est pas une loi, c'était une directive. Est-ce que l'Europe pourrait jouer un rôle de fer de lance? Yes, I mean, Europe has been a leader for a number of years now. You know, Margaret Vestager in Brussels has been a leader in this for a number of years now. But we need, all of us need, in the United States, we all need to work a lot harder, and we have to move a lot faster. Oui, pour Barry Lynn, l'Europe peut être un moteur, l'Europe l'a déjà été, et c'est aux États-Unis de rattraper son retard et de travailler.
Europe, France, I've spoken to a lot of folks in the French government in recent years, and people talked about how bad it made them feel when the Obama administration would charge them with protectionism for trying to protect the citizens of France, the citizens of Europe against the power of Google, Facebook, and Amazon. And you should be proud of your government for standing up for your rights. You should support your government every time it stands up against Google, Facebook, and Amazon. These companies are not the future. These are the past. These systems that they have created are enslavement systems. We do nothing and we will find out. Barry Lynn, donc il continue sur sa lancée. Les monstres GAFAM nous empêchent d'être libres et on doit soutenir nos gouvernements quand ils s'opposent à Google, Amazon, Facebook. Et il s'en est pris à Barack Obama qui avait accusé l'Europe de faire du protectionnisme quand l'Europe avait tenté déjà de lever une taxe sur les GAFAM. Alain Veil. Vous pouvez réagir pour conclure, juste il nous reste très peu de temps justement sur cette idée d'une Europe qui pourrait être fer de lance dans une forme de régulation, alors qu'aujourd'hui ce qu'elle affiche ce sont essentiellement des divisions et pas forcément d'ailleurs une majorité protectrice. C'est vrai que face aux États-Unis, face à la Chine, on a besoin en tant qu'entrepreneur d'une Europe forte. Le problème des démocraties, c'est qu'à vouloir très bien faire, elles sont parfois naïves. Donc il y a la Chine d'un côté dont on ne parle pas d'Alibaba. Mais Alibaba devient un acteur très très important. Pourquoi il n'y a pas un GAFA européen justement? Ça c'est une autre question, il faudrait l'après-midi pour y répondre, mais c'est une réalité. C'est vrai que toutes les grandes entreprises du digital, elles ont la même caractéristique, c'est qu'elles sont nées dans la tête d'un étudiant, ce qui est plutôt positif. Elles sont monopolistiques, elles sont internationales et elles sont quasiment toutes américaines. Alors les Chinois qui n'ont pas manqué de naïveté, ils n'ont pas été naïfs, et la Chine n'étant pas une démocratie, et ils ont fermé l'Internet à leur pays, et ils ont créé des concurrents directs de tous les GAFA. Donc ils ont leur propre... Alain Veil qui a l'air de plaider en faveur de la stratégie, chinoise. C'était à l'Europe de copier-coller en fait ce qu'ont fait les GAFAM. Qui sont très importantes. Donc nous, on souhaite une Europe forte qui puisse prendre position sur le droit d'auteur, c'est vrai, ça concerne aussi les médias d'information, sur la fiscalité, parce que qui crée une situation inéquitable entre les entreprises généralistes et les purs players. Et il y a beaucoup de domaines. Pour l'anecdote, je vous rappellerai que les chaînes de télévision en France n'ont pas le droit de diffuser de films le mercredi, parce que c'est le jour du cinéma. Donc ça, chez Netflix, évidemment, ça les fait rire. Il y a encore des règles comme ça. Sur le téléachat en France, nous n'avons pas le droit de donner la marque du produit qui est vendu. Donc quand on pose la question, on ne sait pas nous répondre pour quelle raison cette loi évolue ou cette réglementation existe, mais on n'arrive pas à la faire changer. Dans un spot de publicité en France, vous n'avez pas le droit de faire la promotion de la vente directe du produit. Dans les spots de pub, vous ne voyez pas de spots qui vous disent acheter tout de suite, alors que le digital vit beaucoup de ça. Et puis je ne parlerai pas de la pub locale qui nous est interdite. On ne peut pas faire de décrochage donc locaux. Tout ça, sur ce sont des archaïsmes à la veille? Tout ça, ce sont des freins, alors que les acteurs du digital n'ont aucun frein, aucune règle dans ce domaine-là. Alors soit on leur donne les mêmes... Ouais, c'est intéressant ce que dit Alain Veil. Les pure players, ce qu'il appelle les pure players, c'est les GAFAM en gros. C'est ce que font Google, c'est ce que font Amazon et surtout Netflix notamment, qui concurrencent la télévision en n'ayant pas besoin de ces différentes règles à la con et qui peuvent détourner. On écoute Xavier Bertrand. Mais de toute façon, ça ne peut pas réussir si ce n'est pas l'Europe qui prend le leadership comme vous l'aviez indiqué. Je crois qu'on était au départ parti sur la question de la démocratie, c'est-à-dire le vote influencé ou pas, le vote possible ou pas avec le numérique, mais il faut aller plus loin. La démocratie, c'est aussi la possibilité de garder son indépendance, de pouvoir choisir, mais il y a aussi d'autres domaines où dans quelques années, on n'aura plus le choix. La question qui est posée également avec le poids de certains GAFA, américains ou pas, c'est aussi la question de l'énergie, de l'accès à l'énergie. Là, on se pose la question de la neutralité du net. Est-ce qu'on pourrait réguler le flux en fonction de chez qui vous êtes client? Mais projetons-nous, pas à 5 ans, mais plus loin, mais même pour vos enfants, vos petits-enfants. Ça peut être la même question pour l'énergie. Merci Nibal. Et ce qu'on accepterait pour l'accès à l'information, tout ça, on dirait rien pour l'énergie. On rentre dans un monde qui n'a plus rien à voir. La santé, c'est exactement la même chose.
en vous vendant le fait que les maladies vont reculer, disparaître et qu'on aura accès à une vie plus longue et un jour à l'immortalité. Ça, ce sont les procédés vendeurs. Mais ceux qui auront à choisir pour vous n'auront aucune légitimité démocratique. C'est ça l'enjeu. Donc je pense qu'il y a, c'est vrai au niveau national, une réglementation franco-française totalement archaïque qui doit aujourd'hui voler en éclats, mais même avec cela, ça ne suffira pas pour qu'il puisse y avoir une saine concurrence. Mais derrière, je le dis, au-delà de la question de la culture, au-delà de la question démocratique et du vote, se pose la question de l'accès à des données fondamentales pour nous-mêmes, l'énergie, la santé, je ne parle même pas de la question des transports et autres. On est à la bascule d'un changement de... À la veille, c'est qui? C'est le PDG d'SFR. On oublie une chose. C'est que Qui a surtout par le passé été le fondateur de la société Next Radio TV qui a créé RMC et BFM TV. la question de l'humain, c'est à la fois comment il est considéré, est-ce qu'il est considéré comme un client, comme un fan, comme un abonné, ou est-ce qu'il a aussi son mot à dire? C'est ça qui est posé clairement, à mon avis. Et cette table ronde, je pense qu'elle peut permettre cette prise de conscience, que des politiques aussi l'entendent. Vous avez été très clair tout à l'heure, j'ai essayé aussi de l'être, sur la question des GAFA. À l'occasion des élections européennes, peuvent se poser aussi ces questions-là. Et la question, c'est est-ce qu'on fait reculer les égoïsmes nationaux pour qu'il y ait enfin une prise de conscience? Je pense que dans le monde d'aujourd'hui, si ça ne vient pas de l'Europe, je ne vois pas de quel endroit du monde ça viendra. Donc on a vraiment une responsabilité historique, j'en suis convaincu. Xavier Bertrand qui fait le lien avec les élections européennes de l'an prochain. Alain Veil, Yann Algan, merci à vous tous. C'est la fin de cette table ronde, j'espère qu'elle vous a plu. Ne bougez surtout pas puisque on va recevoir en plateau tout de suite la journaliste Stéphanie Antoine qui va venir débriefer avec nous cette table ronde. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ces échanges? On était parti de démocratie et numérique et en fait c'est une table ronde qui a considérablement tourné autour de la question des GAFAM, donc les géants du net, les géants du numérique, Google, Amazon, Facebook, Microsoft, Apple. Et on a vu en fait trois acteurs qui étaient globalement d'accord pour dire il faut démanteler Google, il faut démanteler les GAFAM. On avait Barry Lin, l'américain qui lui a peur des monopoles, qui pense qu'un marché libre et un marché équitable ne peut pas continuer à avoir des géants comme ça qui bouffent tout de l'intérieur. Xavier Bertrand qui a dit clairement il faut démanteler Google, c'est absolument n'importe quoi, on a des archaïsmes et c'est à l'Europe de protéger les consommateurs. Et Alain Veil, lui qui s'en prend, alors évidemment Alain Veil c'est un homme de télévision, donc il s'en prend évidemment à Netflix, à tous ces géants du numérique qui n'ont absolument pas besoin, des GAFAM qui contournent les règles qui s'imposent aux outils traditionnels. Voilà. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette table ronde? Et surtout, est-ce que vous avez des questions pour Stéphanie Antoine, la journaliste qui va venir nous rejoindre pour débriefer avec vous? C'est le moment. Si vous avez des questions à lui poser, s'il y a des sujets que vous auriez voulu voir abordés dans cette table ronde, n'hésitez pas à les demander. Du coup, il n'y avait que des libéraux. Des libéraux qui veulent démanteler Google. Enfin, je sais pas si c'était que des libéraux, j'en sais rien, faudra leur demander. Est-ce que Barry Lin est libéral? J'en sais rien. Logique, la démocratie du numérique est inexistante tant que les gros ont tous les pouvoirs. Ouais, donc du coup, tu es plutôt d'accord avec Barry Lin. Hein. C'est exactement ce qu'a dit Barry Lin. Hein. Clairement, les GAFAM sont la plus grande menace contre notre démocratie puisqu'ils ont tout le pouvoir. Et du coup, il y a une asymétrie du marché. Non, c'était intéressant. Encore une fois, hein, ne quittez pas. On va juste faire une pause de 2 minutes assez rapide et on va se retrouver ici dans le studio en interview avec Stéphanie Antoine, avec qui on va débriefer. Après c'était intéressant parce qu'on a quand même des interventions de Xavier Bertrand et d'Alain Veil qui rappelaient que par le passé c'était encore pire. Enfin vraiment, le numérique a changé les choses, pas forcément dans le meilleur des sens, mais quand même par le passé c'était vraiment infernal. D'ailleurs je suis arrivé en retard mais ils ont parlé du libre et open source. Non, c'était pas le sujet. L'arsenal juridique ne va pas vraiment vers le démantèlement des GAFA mais plutôt vers leur donner plus de pouvoir, notamment avec les accords internationaux qui empêchent de les attaquer. Du coup, pour la journaliste, qui sera le nouveau Teddy Roosevelt plus de 100 ans après? Ah, c'est intéressant ça comme question, Nibal. Finalement, le débat aurait mieux fait d'être 100% politique vu qu'ils n'ont fait que consensus. Je n'étais pas tout à fait d'accord les uns avec les autres. Hein. Ils étaient globalement d'accord pour dire qu'il y a un danger autour des GAFAM, mais ils n'étaient pas d'accord sur ce qu'il faut faire. Enfin, tu vois, une fois que tu dis il faut démanteler Google, bon, très bien, mais... D'ailleurs, il y avait un épisode de It's the Economy Stupid sur la question de cette comment dire, directive européenne sur les droits d'auteur. Je vous invite à retrouver l'émission It's the Economy Stupid. Et notamment autour de l'article 13 qui posait de nombreux problèmes sur le droit d'auteur sur Internet. Ouais.
Vous quittez pas, on se fait une pause de 2 minutes et on se retrouve tout de suite avec... Non, on fait pas de pause de 2 minutes, on la fera plus tard. On attend que l'invité soit là. Bah non, on va pas passer 2 minutes à attendre avec elle. Si? Non, je sais pas. Bah comme tu veux, on peut faire ça. Non, non, mais on va pas forcément faire une pause, j'en sais rien. Bah, il faut faire une pause technique, mais... Bon, ouais, on fait une pause tout de suite et on se retrouve avec la journaliste. À tout de suite. De retour sur le plateau d'Acropolis, on attend toujours notre invité, donc Stéphanie, Stéphanie Antoine, pardon, la journaliste de France 24, qui va venir avec nous et avec vous surtout débriefer cette table ronde. On a quand même considérablement parlé des GAFA, mais c'était assez intéressant. Enfin, moi j'ai trouvé ça assez intéressant, ces différentes interventions. On a, notamment avec Alain Drey, on a pu parler un petit peu de la télévision et des règles différentes qui peuvent s'appliquer. Donc voilà, je vais lire un petit peu vos messages. Les GAFAM sont actuellement un danger parce qu'ils sont trop dominants sur la qualité de leurs services. Comment les autres pourraient rivaliser? Ça reste des monopoles. Les libéraux diraient qu'il faut développer la concurrence. D'où le libre, by the way. Oui, effectivement, d'ailleurs, ça fait partie des interventions qu'on a entendues sur le fait que, notamment la stratégie des Chinois qui consiste à faire la même chose que les GAFAM américains, en fait, à créer des concurrents directs en les copiant. Donc voilà. Tout dépend de la manière dont on démantèle. Il peut s'agir aussi de les priver de la majorité des revenus qu'ils tirent de leurs services, sans pour autant démanteler ceux-ci. Et bien effectivement, et c'est d'ailleurs ce que disait, alors pour le coup, Xavier Bertrand n'était pas tout à fait d'accord avec ça, puisqu'il disait que c'est pas en taxant à 3%, c'est pas en taxant à 3% qu'on va réussir quoi que ce soit. Enfin, c'est pas en faisant une taxe sur les GAFA qu'on va y arriver, il faut les démanteler. Je sais pas ce que vous en pensez, est-ce que c'est une bonne idée de démanteler les GAFAM, ou est-ce qu'il faut créer des concurrents des GAFAM, enfin je sais pas. Je sais pas ce que vous en pensez. Et surtout, quid de la démocratie dans tout ça? Parce que les GAFAM, c'est intéressant, pardon, mais et la démocratie et les citoyens. Faut nationaliser. Ah carrément, nationaliser Google. Donc, Google France a nationalisé. Du coup, il y aurait, ce serait le ministère de la Culture qui s'occuperait de YouTube. Est-ce qu'on est sur de la bonne idée? J'aime beaucoup le ministère de la Culture, des bisous, tout ça. Non mais je plaisante, oui, j'espère. Il y a des services web, genre email, indépendants ou étatiques, qui permettraient un peu d'indépendance. Cas pratique, comment je fais pour payer mes impôts en ligne sans passer par les GAFAM? Bah t'es pas obligé de passer par les GAFAM, tu tapes impôts.gouv.fr, puis c'est bon, c'est réglé. Il y aura un ministère de YouTube directement. Laposte.net. Bah voilà, laposte.net. Tu feras tes recherches, tu feras plus tes recherches Google, tu feras tes recherches Laposte. Il n'y a pas ton micro devant la bouche, ça va être difficile de t'entendre. Moi, j'ai pas de micro. Ah oui, t'as pas de micro, pardon. Oui.
Faut une adresse email au moins. Bah oui, mais une adresse email, tu la fais où tu veux ton adresse email. T'es pas obligé de la faire sur Gmail. Est-ce que la peur des GAFAM c'est juste parce qu'ils sont américains? Ça, je trouve que c'est une super bonne question, Oufus. C'est une super bonne question. Est-ce que si le premier des GAFAM était européen, on aurait tous ces débats à la con? Enfin, à la con. Pardon, vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'est pas que le débat est débile, au contraire, je le trouve passionnant. Disons que dans le cas des services comme YouTube, ça paraît difficile d'avoir l'existence de telles plateformes qui ne soient pas des monopoles. Les vidéastes auront tendance à aller là où il y a le plus de public et réciproquement. Bah oui. Oui, bien sûr. Sûr que non, on en serait fier. Ah bah du coup, c'est vachement intéressant. C'est vachement intéressant. Donc du coup, en fait, le problème des GAFAM, est-ce que c'est leur modèle, leur mode de fonctionnement et leur monopole, ou est-ce que c'est parce qu'ils sont américains? Ça, c'est une bonne question. Mais ça fait partie effectivement des sujets qui ont été abordés dans cette table ronde. On a vu, on a vu ces sujets-là. Bonjour. Stéphanie Antoine donc qui nous rejoint sur le plateau. Bonjour, installez-vous. Je vous en prie. On est en direct, on est en direct depuis tout à l'heure. On a couvert votre table ronde. Installez-vous, extrêmement intéressant d'en discuter justement avec le chat. Donc Stéphanie Antoine, je rappelle, vous êtes journaliste et présentatrice sur France 24 et vous présentez notamment l'émission sur l'économie le vendredi. Voilà, sur et France puis 24. la tranche news de 20h à 22h. De 20h à 22h, exactement. Bienvenue sur Acropolis, on était en train donc de discuter, de débriefer ensemble avec le chat sur cette table ronde. On a beaucoup plus parlé des GAFAM que de démocratie et en fait les deux sujets sont vachement liés. Très liés parce qu'en fait les GAFAM sont une menace à la démocratie. Alors là-dessus, ça c'est ce qu'on a entendu. Alors là c'était... D'accord, donc l'homme politique Xavier Bertrand, l'entrepreneur Alain Veil et le think tanker, si je puis dire, Barilyn, tous étaient d'accord pour dire que la vraie menace, ce sont les GAFA, parce qu'ils au moment où vous créez de la concurrence déloyale, bien vous étouffez en fait la démocratie. Ça, c'était vraiment un constat global. Et Barilyn a même dit que l'Europe devait au contraire prendre le fer de lance justement de la régulation. C'est quelque chose qui a toujours beaucoup inspiré Barilyn dans ses travaux. On sait qu'il a eu quelques mailles à partir avec Google justement quand il les a dénoncés. Son équipe a été virée. Il a littéralement été viré. Il a créé l'Open Market Institute du coup suite au fait qu'il a été débarqué notamment par des pressions de Google. Il y avait une question quand même qu'on se posait, c'est est-ce que ce qu'on reproche aux GAFAM, c'est pas d'être américain tout simplement? Est-ce que s'ils étaient européens, on aurait un regard différent? Ce qui serait intéressant, c'est de savoir pourquoi on n'a pas de GAFA européens. Moi, ça reste une grande question. D'ailleurs, c'est une question que j'ai posée à Alain Veil. Il m'a dit qu'il aurait besoin de la journée pour y répondre. Pourquoi? Parce qu'effectivement, en Europe, on n'a pas. Parce qu'on a des jeunes entrepreneurs, on a aussi des jeunes brillants qui sont dans leur garage, qui ont plein d'idées. Donc pourquoi est-ce que ces jeunes brillants dans leur garage en Europe ne parviennent pas à créer un GAFA, un Google? C'est-à-dire qu'ils arrivent à une certaine. En fait, ils créent des boîtes, mais à un moment donné, il y a ce qu'on appelle le couloir de la mort. Donc soit la boîte meurt, soit elle se fait racheter par un plus gros. Et en général, le plus gros n'est pas européen. Comme par hasard, on recrée des monopoles. Non, mais c'est vrai que c'est extrêmement intéressant. Donc je pense que c'est pas vraiment anti-américain, parce que d'ailleurs il commence à y avoir une contestation au sein même des États-Unis contre Google. Vous la trouvez par exemple à San Francisco, parce qu'en fait les gens, les citoyens commencent à réaliser aussi. Regardez l'affaire de Mark Zuckerberg, il a dû tout de même s'expliquer devant le Congrès américain. Donc les citoyens commencent à se rendre compte qu'ils sont aussi un peu manipulés, que c'est pas véritablement de la démocratie. Alors une partie des citoyens, pas tous. Et le problème pour moi, ce qui est réel, c'est que qui veut renoncer à Facebook aujourd'hui? En fait, vous avez eu, quand Mark Zuckerberg est passé devant le Congrès, tout le monde a dit, ça y est, il va se faire laminer. Parce qu'en plus, c'est vrai que les députés américains étaient très durs avec lui. Ils lui ont posé vraiment des questions compliquées. Il s'en est sorti. Et derrière, le delete Facebook, vous savez, le petit hashtag. Alors, il y a une espèce de petite tendance. On s'est mis à aller delete Facebook. Mais qui veut deleter son Facebook aujourd'hui? Donc, en fait, ça, c'est aussi un moyen de pression pour eux. En fait, on est un peu complice. On est un peu complice de cette dictature qui contre laquelle on a tant de choses à reprocher. Et finalement, on ne veut pas payer non plus. C'est-à-dire qu'on se dit, finalement, c'est pas grave, j'ai rien à cacher, je donne mes données personnelles. Au final, pour moi, c'est gratuit et j'ai accès à la plateforme. Il y a aussi cet aspect-là. Il y avait une question intéressante sur la question justement démocratique et aussi sur la question des monopoles. Est-ce qu'on aura un Teddy Roosevelt? Est-ce qu'on aura quelqu'un qui saura mettre fin à ces monopoles ou est-ce que c'est impossible? Est-ce que l'Europe peut y arriver? Alors c'était d'ailleurs très intéressant que Xavier Bertrand conclue en disant les élections européennes c'est l'année prochaine. N'oubliez pas, ça va aussi être un enjeu. Alors le problème, c'est que l'Europe, c'est 28 pays. Aujourd'hui, elle est très divisée. Donc certes, oui, dans un monde idéal, l'Europe doit prendre le fer de lance tout simplement parce que l'Europe, c'est vrai, et ça c'est Barilyn qui l'a dit, elle est beaucoup plus portée sur la régulation d'une manière générale, sur la protection du citoyen que les États-Unis, qui sont quand même beaucoup plus libéraux, beaucoup plus dans une économie de marché. Mais même si Barilyn nous rappelait que le libéralisme américain, il a d'abord été construit sur la protection des consommateurs, c'est ce qu'il disait. Tout à fait. Il y a eu 200 années où effectivement le marché des télécoms était régulé alors que les GAFAM n'ont jamais
été. Mais le problème, c'est 28 pays qui ne sont pas d'accord les uns avec les autres. Le poids des lobbies, manifestement aussi à Bruxelles, puisque donc la loi qui devait protéger les auteurs sur les droits d'auteur eh bien, a été retoquée au Parlement européen. Donc c'est ce qui veut dire que la majorité des parlementaires européens ont voté contre une loi qui en fait ne posait qu'un principe. En plus, on n'était qu'au début. Et les auteurs l'ont beaucoup défendu parce qu'effectivement, ça leur permet. Pourquoi est-ce qu'un auteur n'est pas rémunéré? Pourquoi est-ce qu'un musicien n'est pas rémunéré lorsque sa musique passe sur Deezer? Voilà, donc neutralité du net, effectivement, on n'y est plus vraiment. Mais effectivement, leur poids, le poids de ces lobbies-là, est en fait antidémocratique quelque part. Absolument, ça, en fait, c'est une vraie menace sur la démocratie. Mais pour répondre à votre question, qui va le faire? Moi j'ai posé cette question 3 fois à Byron Judy. How? Parce que certes sur le constat tout le monde est d'accord. Il a fini par dire on démantèle. Bon. Oui, voilà, mais comment? Voilà, c'est un grand principe de démanteler Google. Je pense que oui, on démantèle, mais enfin on fait comment? C'est-à-dire qu'on prend une loi. Est-ce que cette loi va revenir en arrière sur la constitution d'un groupe qui existe déjà, le casser? Est-ce qu'une loi peut? Mais d'ailleurs, et ce sera ma dernière question sur la question de la régulation. On entendait aussi Alain Veil qui n'était pas tout à fait favorable au maintien des régulations. On n'avait pas bien compris d'ailleurs si Alain Veil préférait qu'on régule les mecs d'en face, Netflix pour être assez simple, ou si on dérégule les services télé. En fait, pour lui, il faut faire les deux. C'est ça. En fait, ce qu'il voudrait, c'est qu'il y ait une concurrence loyale. C'est-à-dire qu'il est favorable en fait à une taxation, lui, quand même, des GAFA. Je vois pourquoi eux ne paieraient pas d'impôts alors que tous les autres groupes en payent. Et face à cette concurrence déloyale, il faut qu'il y ait une forme d'égalité. Après, il parlait des archaïsmes proprement français. C'est ça qu'il dénonçait. Donc, effectivement, les lois sur le cinéma, le fait que le mercredi, comme c'est journée cinéma, donc ils n'ont pas les mêmes droits que Netflix, parce qu'effectivement, cette loi française, elle ne s'applique pas à Netflix. Et aujourd'hui, celui qui a le vent en poupe, et d'ailleurs avec de la qualité, Netflix, c'est vraiment de la très grande qualité, eh bien, eux échappent à ce type de loi. Donc je crois que d'un côté, ils dénoncent ces archaïsmes français, et de l'autre côté, ils souhaiteraient aussi une régulation européenne, il l'a redit, par exemple, il a défendu la loi sur la protection des données personnelles, et puis sur la protection des droits d'auteur. Oui, absolument. Merci beaucoup Stéphanie Antoine d'avoir répondu à nos questions. Bravo pour cette animation de table ronde, et bonne suite des rencontres économiques avec Aix-en-Provence. Bonne suite à vous également. À très bientôt. Nous, on reste sur le plateau et on continue à débriefer ensemble sur cette table ronde. Je vous laisse, Raphaël va vous accompagner. Merci beaucoup. À très bientôt. Hop là, voilà chers amis, on est toujours en direct sur Acropolis pour suivre donc cette année les rencontres économiques d'Aix-en-Provence. On vient donc de parler de démocratie et numérique. C'était rapide, je sais, on s'était calé seulement sur un quart d'heure parce que Stéphanie Antoine est très demandée. Et là elle doit répondre à d'autres interviews. Par rapport à cette directive, j'ai entendu qu'on lui opposait que derrière cette directive, il y avait un filtrage d'Internet. Est-ce que c'est vrai? Ça, je ne saurais pas te dire. Encore une fois, sur cette directive droit d'auteur, je vous invite à regarder l'épisode de It's the Economy Stupid, l'émission d'économie d'Acropolis présentée par Stupid Economics. Vous la retrouverez sur Acropolis Replay sur YouTube. Surtout, n'hésitez pas. Donc voilà. Et oui, c'était rapide, je sais. Mais vous savez, la temporalité de la télé n'est pas la temporalité d'Internet. Moi, je prends le temps. Moi, je suis avec vous pendant des heures, pendant des jours, pendant des nuits. Mais... Et sur le coup de la directive, il y a énormément de vidéastes qui ont fait des vidéos aussi à ce sujet et qui s'inquiétaient justement d'une espèce de filtrage d'Internet. Une espèce de content ID qui serait généralisé pas seulement à YouTube mais à toutes les plateformes. Non mais c'est intéressant, et d'ailleurs ce que disait Stéphanie Antoine effectivement sur nous consommateurs, est-ce qu'on n'est pas un peu complices? Est-ce que vous seriez prêt à retirer Facebook? Vous? C'est marrant ça, c'est une bonne question. C'est vraiment une bonne question. C'est-à-dire qu'on dénonce, mais derrière, en fait, on est les utilisateurs de ce truc-là. C'est comme sur les... Mais c'est un peu le même débat sur les données personnelles. C'est-à-dire que vous, les méchants GAFAM qui utilisent nos données personnelles, ouais, mais qu'est-ce qui leur donne les données personnelles? Enfin, c'est nous, en fait. Donc, est-ce qu'on est totalement tout blanc? Nous, collectivement, hein, c'est pas toi individuellement. Est-ce qu'on peut faire un parallèle avec le tabac, où on dénonce les méfaits du tabac, mais on a encore énormément de fumeurs Ouais, mesure. oui, alors effectivement oui, mais t'as une différence avec le tabac, c'est la question de la dépendance, où le tabac est pour le coup un produit qui crée de l'addiction, alors qu'Internet, rien ne t'oblige. Alors si rien ne t'oblige, si, c'est une obligation sociale. Il y a une obligation sociale et il y a une dépendance sociale en fait. Et psychique. J'avoue être un peu schizo sur ce point, mais je suis comme toi, Julie. Hein. Moi, je suis exactement comme toi. C'est un peu ironique, surtout quand on est sur Twitch et YouTube dans le cadre de la conf. Et bien mais sûr. Oui. Mais tout à fait. Et ça pose ces questions-là. Tout à fait. Mais en même temps, et c'est ce que disait je sais plus qui tout à l'heure sur le chat, c'est-à-dire que si on est sur ces plateformes-là, c'est parce que tout le monde est dessus. En fait, c'est un peu le paradoxe du truc, c'est que c'est un serpent qui se mord la queue. Nous, on va pas s'amuser à quitter Twitch pour aller, je sais pas, sur Dailymotion alors qu'il y a personne sur Dailymotion. Tu vois, ce serait du suicide pour Acropolis. Et en plus, ça ne vous apporterait pas, à vous la même qualité de service. En même temps, est-ce qu'il faudrait pas un moteur de recherche qui soit considéré comme service public? Bah,
Comment tu définis Comment le, tu le définis- service public? Comment tu définis l'intérêt général dans un moteur de recherche? Parce qu'on sait tous que Google, c'est pas un moteur de recherche. Google, c'est des services. D'abord, c'est une boîte email, c'est un service de vidéo YouTube, c'est de la publicité avec Google AdSense, etc. Google, c'est plus seulement une page de recherche. Et dire qu'il suffirait de pas utiliser ça pour que ça ne s'utilise plus. J'aime beaucoup. C'est exactement comme disait Coluche. Ouais, t'as raison. Merci beaucoup, Célane. C'est exactement ça. En règle générale, on est malheureusement complice. À un certain degré, de tout ce qu'on dénonce. C'est pour ça que c'est très compliqué. Et c'est pour ça que c'est intéressant aussi. Et que peut-être que la démocratie, elle passe d'abord par nous, avant de passer par les méchants GAFAM ou par les législateurs, etc. Mais d'ailleurs, ça aurait été bien qu'on parle autour de cette table ronde de la question démocratique, effectivement. Comment est-ce que les citoyens peuvent faire? Qu'est-ce que peuvent faire les citoyens? Qui ne cherchent pas à faire du profit, mais à apporter un service aux citoyens. Mais Google ne fait pas de profit sur son moteur de recherche. Hein. C'est pas la recherche qui fait des profits, hein. C'est les services associés, encore une fois. YouTube, c'est particulier, les gens n'aiment pas YouTube, ils aiment les créateurs qui utilisent YouTube. Le jour où ils migrent sur une autre plateforme, un temps soit peu ergonomique, tout le monde se cassera. Je suis bien d'accord avec toi, mais encore faut-il que tout le monde se barre d'un seul coup, et tout le monde se barrera d'un seul coup le jour où tout le monde se barrera d'un seul coup. C'est un peu le problème. Encore une fois, le serpent se meurt la queue. Le problème des GAFAM aussi, c'est la qualité des services et leur capacité d'attirer les meilleurs ingénieurs. Mais oui, mais parce qu'il ne faut pas oublier que les GAFAM, ils ont créé les services qu'on utilise, en fait. Ou alors ils les avoir ont un compte rendus Twitter, plus avoir de accessibles. l'influence, etc. C'est pas... Ils ont inventé cette consommation-là. Donc, non, mais je trouve ça intéressant parce que en fait, moi j'ai l'impression que quand on s'en prend aux GAFA, en fait, on s'en prend à nous-mêmes. À notre usage qu'on fait des GAFA. Les GAFA n'existent que par nous, il n'y a pas de baguette magique. Mais bon, je dis ça, évidemment, c'est pas pour s'auto-flageller et dire que c'est la faute des citoyens, etc. Mais je trouve ça un peu trop facile de regarder vers les GAFA en leur disant c'est vous les méchants, bouh, il faut vous démanteler. Bah ouais, enfin, commence par supprimer ton compte avant de me dire de me démanteler. Enfin bref. On arrive vite à penser intérêt commun en tant que citoyen, mais l'intérêt personnel revient vite dans notre rôle de consommateur. Exactement. Est-ce que Twitch, c'est plus éthique que YouTube? C'est une vaste question, ça, Xan. Je sais pas exactement en quoi YouTube serait pas éthique. Et en quoi Twitch le serait Et en plus? quoi Twitch le serait plus. Question de l'éthique, elle est compliquée. C'est pas l'éthique qui a fait qu'on est passé de YouTube à Twitch, nous. La seule chose que je peux vous dire, c'est... Oui, non, c'est pas l'éthique C'est qui pour nous des a fait raisons passer l'un à techniques l'autre. Ça, c'est qu'on a vrai. choisi. La seule chose que je peux vous dire, c'est que les relations entre Twitch et les créateurs est beaucoup plus intéressante que les relations entre YouTube et les créateurs. Ça, c'est pas comparable une seconde. Aujourd'hui, il n'y a pas d'autres services genre YouTube ou Facebook, Twitter qui tiennent la route, liés au fait qu'ils rachètent les entreprises qui marchent bien. Mais c'est ce que nous disait Stéphanie Antoine, effectivement. Et quand bien même il y en a qui tiennent la route en termes d'usage, le problème de ces services-là, c'est ce qu'on disait, c'est qu'ils ne tiennent la route que si tout le monde est dessus, en fait. Combien on en connaît des superbes plateformes géniales qui sont mortes juste parce que personne n'était dessus. Sans Amazon, il n'y aurait pas Twitch, et sans Twitch, il n'y aurait pas Acropolis, soutien GAFAM. Alors c'est pas tout à fait vrai, parce que Twitch a été créé, Twitch a été racheté par Amazon. Et Acropolis a vécu sans Twitch pendant longtemps. Et Acropolis a vécu sans Twitch pendant 1 an et demi. Mais on était sur une plateforme pas adaptée qui s'appelait YouTube. Après, le problème, c'est leur appétit sans fin et vise les monopoles. YouTube n'a pas été créé par Google, mais racheté. Idem pour Twitch. Voilà, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure, t'as raison. Il existe Mastodon, qui est un système grandissant totalement décentralisé. Ça existe encore, Mastodon? C'est grandissant, Mastodon. C'est grandissant, Mastodon, parce que pour moi, c'est mort. Hein. On a rigolé pendant une semaine sur Mastodon, puis... Mais le problème de Mastodon et de ce genre d'initiative, c'est que ce n'est pas user-friendly, en fait. Ça ne correspond ni à un nouveau besoin, ils essayent juste de remplacer ce qui existe déjà. Une caractéristique n'est pas une solution, n'oubliez jamais ça. C'est ça. Et il n'y a pas de nouvel usage, il n'y a pas de... Au-delà de toutes les qualités philosophiques et éthiques du produit, en fait. Sur la base de Diaspora, oui, mais c'est pas de bonne qualité. Non, mais il y avait aussi Google. Google avait essayé de faire son propre réseau social. D'ailleurs, c'est intéressant de voir Google+, tu te souviens? C'est intéressant de voir que les GAFAM aussi se plantent en essayant des trucs. Est-ce que la problématique centrale n'est pas que c'est financé par la pub des entreprises plutôt que par les consommateurs directement? Si, peut-être. Si, peut-être. Je vois ce que tu veux dire. Même si la pub, c'est toi le produit, donc c'est toi le financeur. À chaque fois que Facebook, Twitter fait une connerie, Mastodon prend de l'ampleur. Ah bah je savais pas. Bah écoute, je suis content de l'apprendre. Bah du coup, il faudrait que je réactive mon compte Mastodon. Mais elle était intéressante cette table noire. J'ai été surpris de voir cette table ronde.
Pardon, j'étais compris de voir à quel point ils voyaient l'avenir en noir. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ils étaient tous d'accord pour dire que c'est l'horreur, que la démocratie ça va pas du tout. D'ailleurs, ça avait commencé avec Yann Algan, qui dit qu'en gros en 5 ans on a déchanté sa race. Il y a 5 ans c'était génial, le numérique c'était l'avenir de la démocratie. Aujourd'hui c'est les fake news, c'est les rumeurs, c'est le harcèlement. Oh putain. Les experts de l'UX design bossent chez les GAFAM, oui, c'est un des problèmes. Enfin, un des problèmes. Des explications pourquoi les outils qui ne sont pas GAFAM sont très peu utilisés. Parce que UX, qui veut dire User Experience. Ouais. Elle est comment l'user experience sur Acropolis? Elle est très améliorable. Bien sûr. Nous ne sommes pas encore rachetés par les GAFAM. Ouais. Le jour où on fera racheter par les GAFAM, on aura des ingénieurs ultra qualifiés. On pourrait parler de l'UX du tableau de bord de Twitch aussi, qui est pas du tout optimisé. Jean, tu donnes pas le bon exemple pour décentraliser. Pourquoi? J'ai pas compris. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu donnes pas les bons exemples. Du coup, la question, c'est de nos jours, combien seraient prêts à payer pour ce qui est gratuit via la pub de nos jours? Critiquer la pub, c'est aussi prendre en compte ce que ça change dans nos manières de consommer. Et ben c'est là, je te rappelle que si tu prends un abonnement à Acropolis, qui est le cas pour toi d'ailleurs, c'était pas la bonne personne à qui le dire, mais si vous êtes abonné à Acropolis, vous n'avez pas de publicité sur Twitch quand vous regardez Acropolis. Ça c'est un bon exemple. Si vous voulez pas de pub, vous payez. Hein? Et ça permet de soutenir le projet. Et en plus, ça permet de nous soutenir parce que du coup, on touche de l'argent. Et plus que de la pub. Donc de là à dire qu'il faut que vous preniez tous un abonnement sur Acropolis. Si possible de 6 mois, de façon à ce que la proportion soit plus intéressante. Faites ce que vous voulez. Après, je dis ça, je dis rien. C'est bien grâce à vous. Oh, arrête, Axel. Arrête. Oui, mais Adblock. Adblock, ça marche sur Twitch? Il y a certains adblockers qui fonctionnent. Non, ça marche pas. Il y a certains adblockers qui fonctionnent, ouais. Mais du coup, là, aucun adblock ne soutient le créateur. Aucun adblock ne soutient le créateur. Ah oui, ça c'est oui. Alors mais ça c'est aussi le paradoxe, on en revient là-dessus. On est tous contre la publicité sur Internet et en même temps on a envie de vivre en tant que créateur et de ce qu'on fait sur Internet. Donc chacun prend ses responsabilités. Tu utilises plus Mastodon, quelle indignité. J'essaye de me mettre à Insta déjà. Insta c'est un GAFAM ou pas? C'est Facebook. Oui, c'est Facebook. Putain. On n'en sortira jamais. Ça ne soutient pas, mais ça laisse le service gratuit. Oui, gratuit, donc on gagne pas d'argent. Donc c'est... Oui, non, pour le consommateur, c'est génial, évidemment. Les adblocks pour le consommateur, c'est génial. Pour le créateur, c'est la garantie de ne pas avoir de revenus. Mais c'est un débat intéressant, hein, parce que nous, les créateurs, on est d'abord des consommateurs aussi. Donc moi, je suis le premier à en avoir ras-le-bol de la publicité sur Internet et à aimer les adblockers. Mastodon, c'est quoi déjà? Mastodon, c'est un concurrent de Twitter. Décentralisé avec des instances, libre, open source, citoyen, écologique, horizontal, opale, vegan, tout ça. De gauche. Le modèle Utip est intéressant sur ce point. Oui, le modèle Tipeee aussi. Mais ça c'est pareil en fait, les modèles de financement participatif comme Utip et Tipeee, c'est ce qu'on appelle du financement au chapeau. C'est comme un artiste de rue qui fait tourner le chapeau en fait. La majeure partie des gens qui ont regardé son spectacle l'ont consommé gratuitement et il n'y a que quelques personnes qui vont accepter de sortir une pièce de leur poche pour soutenir pour les autres, quoi. On passe de la contribution passive à regarder une pub à la contribution active à choisir de regarder une pub sur Utip ou à choisir de faire un don Utip, sur Tipeee. Effectivement, oui, t'as raison, pardon. Utip. Utip, oui. Oui, c'est ça. Utip, c'est les gens qui choisissent d'accepter de regarder une pub. C'est ça. Jean, tu n'as que 2 publications sur Insta, elle date de 2016. Mais oui, je sais. Non, mais je suis très mauvais. Il y a une démarche personnelle à l'utilisation d'Adblock, une utilisation active dans laquelle on accepte de le désactiver pour les créateurs qu'on a envie de soutenir. Ce n'est qu'un outil, l'utilisation qu'on en fait est déterminante. Oui, je suis d'accord. Comme tout sur Internet, j'ai envie de te dire, Internet n'est qu'un outil. Le numérique n'est qu'un outil finalement, c'est l'usage qu'on en fait qui détermine ses effets. Tu flippes sérieux quand ton portable donne ton temps de trajet le matin alors que tu lui as jamais dit où tu bosses. Oui, moi parfois ça m'arrive souvent de flipper comme ça, effectivement. Après, un YouTube, Twitch ou Twitter coûte une fortune à maintenir. Donc vu que la plupart des consommateurs ne veulent pas payer actuellement, il reste que 2 modèles. Le GAFAM qui vend des données personnelles et met des pubs, ou l'État, mais est-ce que les services dans l'utilité publique? Je suis d'accord avec toi, tu t'enclumes. Quand on dit nationaliser, j'aimerais bien voir les effets que ça aurait sur les finances publiques.
et sur l'augmentation des impôts. Chers amis, merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette émission. On était donc, je rappelle, en direct d'Aix-en-Provence. On reprendra l'antenne tout à l'heure à 16h30. À 16h30 en direct, on commentera ensemble à nouveau une session avec une interview après, comme tout à l'heure. Et à 16h30, on sera sur la table ronde. La valeur de nos données. Et bien justement, sur la valeur des données. Combien valent nos données, je crois que c'est ça. Combien valent nos données, absolument. Combien valent nos données. Et ben voilà, cet après-midi. Donc on se retrouve à 16h30 sur Acropolis pour discuter de la question de la valeur des données personnelles. Merci à tous d'avoir regardé cette émission. On se met un générique et on se retrouve à 16h30. Des bisous, ciao.